Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir maintenant débuter le webinaire santé mentale et justice de ce jour. Donc moi, je suis Charline Bargan, je suis chargée de mission santé à la Fédération des acteurs de la solidarité. Nous sommes ravis de vous voir nombreux et nombreuses pour ce webinaire où l'on va aborder la santé mentale et le public justice. Donc ce webinaire s'inscrit dans un cycle que la fédération a débuté en 2022 pour aborder la santé mentale à destination des publics et des acteurs intervenant dans notre secteur pour sensibiliser sur les approches de la santé mentale et visibiliser les projets, structures et accompagnements pour qu'à la fin de ces 2 heures, nous nous quittions avec des éclairages, des pistes pour améliorer nos connaissances de la santé mentale auprès de ce public-là. Donc, vous retrouverez les précédents webinaires sur notre chaîne YouTube. On mettra tous les liens qui seront cités aujourd'hui dans le chat. Et pour les questions, n'hésitez pas à utiliser le QR pour les poser au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, je laisse maintenant ma collègue Margot poursuivre cette introduction. Alors, ok, super. Là, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, vous m'entendez bien. Merci beaucoup, Charline, pour cette ouverture. Donc, moi, je suis Margot Schwinn, je suis chargée de mission sur la thématique jeunes et justice à la phase nationale. Donc, avant de débuter ce webinaire et de donner la parole à nos intervenants, vous dire également que ce webinaire, il s'inscrit dans la suite de la Journée nationale justice qui s'est tenue de la phase qui s'est déroulée en novembre dernier et au cours de laquelle on a pu présenter notre plaidoyer que on va pouvoir vous mettre aussi dans le chat. Plaidoyer donc qui traite du sujet de l'accompagnement social des personnes placées sous main de justice et du rôle du travail social au sens large dans la désistance de la personne, c'est-à-dire dans son parcours de sortie dans son processus de sortie de délinquance, avec des axes et des préconisations qui vont se retrouver, qui vont être illustrés au cours des présentations de nos intervenants de ce webinaire que je remercie encore. C'est notamment le cas de ces préconisations concernant la nécessité d'un travail de lien et de partenariat entre tous les acteurs du monde judiciaire, les acteurs du monde social et de la santé. Et les témoignages d'aujourd'hui nous permettront de saisir donc cette complémentarité et l'importance de cette complémentarité entre les différents professionnels du soin, du social et de la justice, avec notamment les conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation et de l'articulation qui doit se faire entre tous ces professionnels pour l'accompagnement des personnes placées sous main de justice, que ce soit dans leur parcours de soins, que dans leur parcours de vie en général, et pour être notamment dans la rupture de parcours, rupture de soins ou d'accompagnement qu'ils peuvent subir, notamment à la sortie de détention. On abordera donc dans ce webinaire cette nécessité justement de liens dedans-dehors et de prévention des ruptures à la sortie de détention, lors notamment de l'intervention de Mina Desbues-Laurent, éducatrice spécialisée, et Mathieu Pindavoine, infirmier de l'équipe mobile transitionnelle de Lille. Voilà. Euh, et ainsi qu'avec le témoignage de Salima Mokadem, responsable, et Myriam Nesser, infirmière au sein des colocations thérapeutiques de l'association Lilo. Aurélie Legâtre, psychologue en GIQA, éducatrice spécialisée, et Emmanuelle Bochen, directrice à l'association Permis de construire de l'antenne de Nantes, viendront également nous présenter le projet de leur association et le co-accompagnement réalisé entre psychologues et travailleurs sociaux auprès de ce public spécifique et de l'intérêt de ce co-accompagnement dans la capacité pour la personne de se construire ou de se reconstruire un projet de vie après un parcours carcéral, de devenir aussi pilote de sa vie pour faire le lien avec le vocabulaire utilisé par l'association et d'avoir donc la permission de reconstruire selon ses choix et ses aspirations. Mais donc, avant ces témoignages d'acteurs de terrain accompagnant le public, il nous a semblé tout d'abord intéressant de faire une première séquence sur le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire, d'évoquer le contexte de la surpopulation carcérale croissante qui bat tous les mois de nouveaux records et qui a assurément un impact sur la santé mentale des personnes incarcérées dans les établissements qui ont cette surpopulation.
de faire un état des lieux de la santé mentale des personnes en détention et placées sous main de justice. Et donc, pour ce faire dans un premier temps, nous allons laisser la parole à Laurent Tripier, qui est responsable du pôle santé au département des politiques sociales et du partenariat à l'administration, à la direction de l'administration pénitentiaire. Voilà. Mais donc, avant de vous laisser la parole, Laurent Tripier, vous indiquer à tous les participants que chaque intervention durera donc une quinzaine de minutes et qu'un temps d'échange après chaque intervention sera prévu pour des questions-réponses. Pour une question de gestion de temps, nous ne pourrons malheureusement pas vous laisser prendre la parole, mais n'hésitez pas durant les interventions à écrire vos questions plutôt dans l'espace questions-réponses de Zoom plutôt que dans le chat. Ce sera plus simple pour nous et Charline se chargera donc de transmettre dans la mesure du possible ces questions lors des temps d'échange après les interventions qui dureront une dizaine de minutes chacun. Et merci Charline. Voilà, donc merci encore à tous les participants, merci beaucoup aux intervenants et je laisse donc la parole à Laurent Tripier pour la première séquence. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'enjeu de cette première intervention, c'est vous présenter rapidement quelques chiffres et un état des lieux. Je vais commencer très brièvement et désolé par avance pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent par cœur, par donner le cadre général en fait des soins, qu'il s'agisse somatiques ou psychiatriques, qui sont dispensés en milieu pénitentiaire. L'organisation des soins ne dépend pas du ministère de la Justice, mais du ministère de la Santé, depuis une loi de 1994. Très concrètement, il y a une unité sanitaire dans chacun des établissements pénitentiaires français. La seule exception, ce sont les centres de semi-liberté, où donc les personnes sont semi-libres et leurs soins sont effectués dehors. Et s'agissant des soins psychiatriques, il y a trois niveaux de prise en charge avec une gradation. Le premier niveau est effectué dans ces unités sanitaires en milieu pénitentiaire. Ensuite, le deuxième niveau peut être effectué au sein de ces mêmes unités sanitaires dans ce qu'on appelle les services médico-psychologiques régionaux. Il y en a 26 en France. Et le troisième niveau, donc correspondant à la prise en charge la plus importante, s'effectue physiquement en dehors de l'établissement pénitentiaire, soit dans un établissement public de santé mentale, avec une sécurisation qui est assurée par des agents d'administration pénitentiaire, un relais assuré par policiers ou gendarmes, ou soit dans des structures ad hoc qu'on appelle les UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées, qui sont au nombre de 9 en France, qui comptent 440 lits, qui dépendent administrativement d'un centre hospitalier avec une sécurisation qui est assurée par l'administration pénitentiaire. Pour l'ensemble des dépenses de santé des personnes détenues, elles sont prises en charge à hauteur de 100% des tarifs de la sécurité sociale avec un tiers payant intégral. Et ça se fait via une affectation, une affiliation pardon, au régime général par le Centre national de gestion des personnes écrouées. Donc voilà pour le cadrage un peu général sur l'organisation des soins dispensés aux personnes détenues. Pour ce qui nous intéresse, à savoir la santé mentale, quel est le constat en fait? Le constat, c'est qu'une proportion croissante de personnes détenues ont des troubles de santé mentale et ça s'accroît depuis 10, 15, 20 ans. C'est une tendance longue qui est observée par les personnes qui travaillent en milieu pénitentiaire, donc évidemment principalement l'administration pénitentiaire, mais pas uniquement. Ce constat s'effectue aussi par les personnels soignants. Difficile évidemment d'avoir une réponse unique à ce constat. C'est aussi l'évolution de la prise en charge en psychiatrie générale qui est probablement Je crois qu'il y a un petit problème de connexion avec Laurent. qui souffre Ah, de c'est bon. problèmes de santé mentale. Laurent, on Et vous a ce perdu constat, pendant 30 secondes, juste pour vous prévenir. Donc, si pardon. je vais reprendre votre phrase au début. Voilà. Ok, je vais revenir. Merci de me l'avoir signalé. Donc le constat, c'est un accroissement du nombre de personnes détenues qui souffrent de troubles de santé mentale de nature divers. Constat qui est effectué par les personnels pénitentiaires principalement, également par les personnels soignants ou d'autres intervenants en milieu pénitentiaire. Par exemple, les personnels de l'éducation nationale qui sont amenés à intervenir. Donc, vous avez évoqué la surpopulation carcérale qui complexifie bien entendu les choses, notamment en maison d'arrêt, parce que c'est là que cette surpopulation
est la plus importante. Donc ça pose un problème de prise en charge adaptée, bien entendu, des troubles du comportement qui peuvent mener à des tensions, voire de la violence, des actes de violence auto-infligés qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide, actes de violence également entre codétenus, principalement entre co-cellulaires, et également des agressions sur des personnels pénitentiaires ou d'autres personnels qui interviennent en milieu pénitentiaire. Ce constat que j'évoquais, c'est pas uniquement du ressenti, il a été objectivé. Une étude récente de très grande ampleur qui peut être utile à avoir en tête si vous souhaitez vraiment approfondir la question parce qu'elle est très exhaustive. C'est l'étude SPCS, Santé mentale, population carcérale sortante, dont les résultats ont été publiés début 2023. Étude donc d'assez grande ampleur, beaucoup de résultats. Je ne vais pas vous assommer avec une multitude de chiffres. Ce qu'il y a à en retenir, c'est que 2 tiers des hommes et 3 quarts des femmes détenues souffrent d'un trouble psychiatrique et ou d'une addiction. Également, 1 tiers des hommes et la moitié des femmes détenues souffrent de troubles anxieux. 1 quart des hommes, la moitié des femmes détenues sont sujets aux insomnies. Et s'agissant des effets de l'incarcération, parce que ça fait souvent l'objet de débats, est-ce que l'incarcération aggrave ou pas ces troubles? Très difficile d'avoir une réponse de manière très binaire. Ce qui est important à avoir en tête, par contre, c'est qu'avant même l'incarcération, 48% des personnes détenues avaient eu à minima une consultation ou un suivi un peu plus important avec un psychiatre, un psychologue ou un addictologue, et 19% avaient déjà été hospitalisés en psychiatrie. Donc ce sont des chiffres très importants. S'agissant des effets de l'incarcération, un point à avoir en tête quand même, c'est que l'incarcération est des fois une opportunité, je mets évidemment ça entre guillemets, d'initier un parcours de soins. Psy, évidemment, pour ce qui nous intéresse ce matin, mais également par exemple de soins dentaires, très concrètement. Ce qui ressort de cette étude SPCS, c'est que 90% des personnes détenues, ça monte à 96% pour les femmes, ont bénéficié d'une consultation par un professionnel de santé mentale pendant l'incarcération. Et ça mènera tout à la fin justement à l'enjeu du dedans-dehors que vous avez également évoqué en introduction et à la continuité des soins qui peuvent avoir été initiés le temps de l'incarcération sur, euh, sur les effets de l'incarcération sur la santé mentale. Donc cette étude, elle fait état d'avis assez partagés. En fait, Euh, une partie, mais assez faible des personnes disaient que l'incarcération avait nettement aggravé leur état de santé mentale. Une autre partie que ça avait au contraire amélioré leur santé mentale avec le côté cadrant entre guillemets que peut avoir l'incarcération et donc les soins qui peuvent commencer à être effectués. Et pour la plupart des répondants disaient qu'il n'y avait pas d'effet. Un point aussi important à avoir en tête par rapport à ces troubles psy des personnes détenues, il y a un lien avec également les suicides en détention, donc un phénomène malheureusement qui est connu de longue date. Une thèse effectuée par un chercheur de Santé publique France, thèse qui n'est pas encore sortie, mais qui va l'être prochainement, sur les suicides en détention entre 2017 et 2021, établit que plus de la moitié des personnes qui se sont suicidées en détention avaient un trouble psychiatrique pendant la détention ou connu avant même l'incarcération. S'agissant des actions qui sont menées, donc la première des actions, évidemment, le parcours de soins qui peut être initié, poursuivi par les professionnels de santé qui sont dans chaque établissement pénitentiaire, également au sein des UHSA que j'ai évoqués. Donc l'administration pénitentiaire n'est pas en charge de la dispense de ces soins. Par contre, nous avons, côté administration pénitentiaire, une convention avec l'association UNAFAM depuis 2017 pour permettre de former, plusieurs centaines de personnels pénitentiaires ont déjà été formés à la caractérisation des troubles de santé mentale pour armer en fait les personnels de la pénitentiaire qui sachent mieux caractériser les différents troubles de santé mentale. Beaucoup également ont bénéficié, c'est quelque chose qui se développe, de sessions de secourisme en santé mentale. Dans le cadre de tout le travail qui est mené entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé, travail qui est
de longue date et sur tous les aspects de la prise en charge sanitaire des personnes détenues. À avoir en tête qu'il y aura trois nouvelles UHSA qui vont être construites à horizon fin 2027, qu'un travail est également mené pour travailler sur l'attractivité des postes de soignants en milieu pénitentiaire, notamment postes psychologues, psychiatres, parce que le milieu pénitentiaire est le reflet de la population générale, avec des endroits où il n'y a pas assez de personnel soignant. Et également beaucoup de travaux qui ont été menés récemment, un guide assez exhaustif sur la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques pour les hospitalisations sans consentement. Parce que ça fait écho à beaucoup de points juridiques, organisationnels avec les hôpitaux et l'administration pénitentiaire. Je finirai par la continuité des soins, qui est donc extrêmement importante parce que l'immense majorité des personnes détenues ressortent, évidemment. Cette continuité des soins, c'est un enjeu majeur, mais déjà en tout premier lieu, évidemment, pour les personnes concernées, également parce que c'est un facteur très important de réinsertion et de prévention de la récidive. Donc, c'est beaucoup d'enjeux derrière. Donc, l'articulation principale entre les centres médico-psychologiques et les collègues qui interviennent, vous avez mentionné les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, bah, ils œuvrent au quotidien pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de soins. Et c'est évidemment compliqué à mettre en œuvre en sortie de détention si un soin a été initié. Je ne vais pas parler des émotes parce que ça va être évoqué juste après. Donc volontairement, je ne développe pas ce point-là, mais c'est un dispositif extrêmement, encore récent, mais extrêmement prometteur pour avoir un suivi personnalisé en sortie de détention. Et puis là, par rapport aussi au public de ce matin, il y a évidemment un rôle important de structures d'hébergement, CHRS ou autres, ou même de logements de transition, que ce soit dans des logements en beau glissant ou avec des mesures d'accompagnement vers et dans le logement, le lien avec les SIAO pour s'assurer que l'hébergement, l'accès au logement de transition ou pérenne soit assuré en sortie d'incarcération, parce que ça concourt de manière extrêmement importante, de même qu'à l'insertion professionnelle, à maintenir un parcours de soins. Parce que si nous avons des personnes détenues qui sortent mais qu'elles n'ont pas de logement, d'hébergement fixe, ça met évidemment à mal la poursuite d'un parcours de soins psy qui soit adapté. Donc voilà, je me suis efforcé de respecter le timing pour laisser la place aux questions si vous souhaitez en avoir. Je vous en prie. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Moi, j'en aurais peut-être une petite, du coup, je me permets. Merci beaucoup déjà pour cette intervention. Le fait que la santé mentale soit érigée comme grande cause nationale l'année prochaine, en 2025, est-ce que du coup ça pourrait avoir un impact sur les futures mesures qui pourraient être mises en place, sur les futurs travaux entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice? Voilà, pour être très large. Je ne sais pas si vous avez des réponses là-dessus. À ce, à ce stade, il n'y a pas d'annonce concrète dans le cadre de cette grande cause santé mentale. En fait, ça n'empêche pas, et tant mieux d'ailleurs, que les travaux qui étaient initiés dans le cadre de la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice qui existe entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice continuent et même s'accentuent. Également, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la grande cause santé mentale, c'est là pour tout le monde. Et les personnes détenues, même s'il y a évidemment la surpopulation carcérale, ce qui est tout sauf positif, ne représentent que, entre guillemets, 80 000 personnes à l'échelle de la France. Donc, on aimerait bien, par exemple, avoir plus d'émotes, ça en effet, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de certitude. Je ne peux pas vous faire d'annonce précise à ce stade, malheureusement. Alors, il n'y a pas d'autres questions de la part des participants ou des autres intervenants? J'avais juste peut-être une question. Vous avez parlé donc d'une personne qui va publier bientôt une thèse. On pourra la retrouver sur le site de Santé publique France. Ou est-ce que... Oui, tout à fait. Logiquement, je pense que ce sera début 2025, parce que la soutenance de thèse a été effectuée récemment. Eh bien, merci. Et j'en profite aussi, puisque vous avez évoqué un guide pour la prise en charge des personnes
Alors, si j'ai bien compris, des personnes détenues qui subiraient une hospitalisation sans consentement, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et annoncez aussi, je fais de la pub pour la Fête nationale, que nous sommes en train de mettre à jour un guide d'accueil et d'accompagnement des personnes placées sous main de justice et ou sortantes de détention, et où il y a toute une partie sur les dispositifs santé et santé mentale qui devrait sortir au premier trimestre 2025. Voilà. Et on est en lien avec l'administration pénitentiaire pour ce guide-là. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la prochaine intervention. Et puis, si jamais des questions arrivent pour Laurent Tripier par la suite, on pourra peut-être revenir être un peu plus souple. C'est tout bon? Ben, merci beaucoup pour cette présentation et cette présentation du contexte. Et ben justement, on va maintenant laisser la parole à la transition est toute trouvée avec les professionnels de l'EMOT. Donc, donner la parole à Mina Debu-Laurent et Mathieu Pindavoine pour que vous puissiez nous présenter vos missions au sein de l'équipe mobile transitionnelle de Lille, donc qui est une équipe qui accompagne des personnes présentant des troubles psychiques lors de leur préparation à leur sortie et durant la période suivant leur libération pour notamment faire le lien avec les établissements extérieurs et fluidifier les parcours et éviter les ruptures de soins. Mais vous en parlerez beaucoup mieux que moi, donc je vous laisse maintenant la parole pour la présentation. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc moi, je me présente, je m'appelle Mathieu Pindavoine. Du coup, je suis infirmier sur l'équipe mobile depuis sa jeune création septembre 2020 maintenant. Voilà, et moi, Mina Debu-Laurent, je suis éducatrice spécialisée à l'EMOT que j'ai rejoint en janvier 2022, pardon. Du coup, c'est très intéressant d'avoir démarré justement par les chiffres de Monsieur Tripier qui contextualisait vraiment la chose sur l'offre de soins un peu sur le territoire et qui concerne plus précisément notre population du coup et les 80 000 personnes incarcérées à l'heure actuelle en France, palier qui a été franchi tout récemment, hein. Je tiens à le préciser, qui est quand même assez alarmant malgré tout. On va essayer de faire concis. On va pas vous projeter forcément de support visuel. J'en ai un sous les yeux, mais on va faire ce qu'on a l'habitude de présenter au plus rapide. Donc voilà. Au niveau de l'équipe mobile transitionnelle de Lille, du coup, c'est un projet pilote en France qui a été ouvert le 1er septembre 2020. Donc assez récent. On est une équipe pluridisciplinaire du coup, donc psychiatre, infirmiers, travailleurs sociaux, donc assistants sociaux et éducateurs spécialisés éducatrice pour le coup, pour Mina, qui accompagnant les personnes souffrant de troubles psychiatriques, du coup, et addictologiques. Donc, on va s'apercevoir qu'il y a une comorbidité très importante en détention au niveau des soins psychiatriques et addictologiques, du coup, et sortant de prison. Donc, c'est la particularité de notre équipe. Du coup, l'idée, c'est de faire le lien dedans, donc, sur une période bien définie dans l'idéal avant la sortie de détention, et puis pour un accompagnement maximum de 6 mois après la libération. Voilà. Je vous laisse peut-être présenter l'effectif de l'EMOT à peu près, les équivalents. Les équivalents, ok. On a 3 psychiatres sur l'EMOT, représente un total de 1,2 temps plein. Donc on est environ 10 dans l'équipe, mais pas tous à temps plein. Donc on se fait un roulement, mais on fait attention dans nos journées d'avoir quand même plus de professionnels de corps de métier différents. On a 3 infirmiers pour un 2,3 temps plein, 2 assistantes sociales qui sont à 1,5 temps plein, une éduc à temps plein, donc moi-même, une secrétaire à mi-temps, mais qu'on aimerait avoir à temps plein, et un cadre de santé à 0,2 temps plein. Et de temps en temps, enfin, on accueille des internes en psychiatrie aussi à l'EMOT. Pour de manière concrète, dans nos outils d'intervention, on a 2 bureaux qui sont situés dans un XAPA, qui sont vraiment des bureaux administratifs. On expliquera un petit peu plus après, mais nous, notre corps de l'équipe, c'est vraiment de faire de l'aller vers et de se rendre vers là où sont les personnes. On a des téléphones portables où les patients qu'on accompagne peuvent nous contacter aussi. Nous, on peut les contacter
Et ça, je pense que c'est un de nos outils essentiels. On a des PC portables, des tablettes comme celle-ci qui est hyper importante quand on va voir les personnes, notamment pour nos assistantes sociales, qui peuvent faire des démarches avec les personnes de manière beaucoup plus efficace qu'avec un téléphone portable, par exemple, pour pouvoir les accompagner aussi dans la prise en main de leurs propres démarches et des véhicules de service pour pouvoir se rendre où sont les personnes. Voilà. Donc, pour rappel, du coup, des trois niveaux de soins, au niveau du CHU de Lille, notre pôle de santé mentale, en tout cas, on a les trois offres de soins décrites précédemment par M. Tripier. Du coup, on a l'USMP de la maison d'arrêt de Sequedin, donc, qui correspond plus ou moins à l'ambulatoire à l'extérieur, pour faire un parallèle au niveau des CMP. On a le SMPR, donc l'hospitalisation de jour, donc comme à l'extérieur, qui peut correspondre aussi au niveau des CMP à leur proposition d'activité sur les CTTP. Et on a les hospitalisations à temps complet en parallèle qui sont les UHSA pour le public incarcéré. Donc, nous, on est vraiment rattachés à ces trois structures-là au niveau de l'EMOT. Donc, on a amené à intervenir sur la maison d'arrêt de Sequedin, le CP d'Annelin avec son HDG aussi, et l'UHSA de Seclin. En fait, on est rattaché à ces trois structures pénitentiaires qui sont tout à fait éligibles à nous envoyer des orientations, en fait. Au niveau de la prise en charge EMOT, l'idéal, en fait, le schéma qu'on s'était fait au départ du projet Équipe Mobile, c'est de rencontrer les personnes incarcérées, donc qui sont suivies par les unités sanitaires en détention 2 mois avant leur libération. Ça, c'est vraiment le schéma idéal pour qu'on puisse créer un lien avec eux, un lien de confiance, pouvoir les rencontrer, se présenter, répondre un peu, enfin, leur présenter aussi les missions EMOT, voir s'ils se retrouvent un peu sur les propositions d'accès aux soins sur l'extérieur. Euh, L'idée, c'est de se voir au moins 3 fois avant la libération, une présentation sur une première évaluation de l'EMOD, parce qu'on a une évaluation qui est faite par les ESMP, mais nous, on se donne aussi le droit de refuser si on trouve la demande non adaptée au moment, en tout cas, de l'entretien avec la personne, donc homme ou femme. On revoit en général une deuxième fois la personne en détention pour passer toute une série d'échelles d'évaluation en santé mentale, dont un questionnaire sociodémographique qui nous apprend à connaître beaucoup mieux les personnes et à savoir quoi axer à l'extérieur sur les priorités au niveau de l'aide à apporter. On est mis à dispo dès la libération de la personne. En fait, on revient en général une dernière fois la semaine qui précède la libération parce qu'on est voué à les accompagner dès la sortie du greffe. Donc, c'est la majorité de nos suivis, hein. C'est plus de 90% des accompagnés où on est là à la libération. Donc, ça s'étend du lundi au samedi, hein, parce qu'on sait qu'on ne libère pas de personnes sur le territoire le dimanche, mais ça arrive le samedi. Donc, on se met à dispo aussi exceptionnellement les samedis où ça arrive. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter cette rupture dès la libération et de faire ce maillon avec les structures de droit commun à l'extérieur sur une période maximale de 6 mois. Donc, dès le jour de la libération, on est parti pour 6 mois maximum. C'est pas forcément obligatoire d'aller jusqu'au bout, mais dans les faits, en tout cas après 4 ans de recul, pareil, plus de 90% de nos accompagnements se font euh, euh, à terme sur 6 mois, du coup, pour les personnes qu'on accompagne. Voilà, donc même si on est, comme disait Mathieu, enfin, vraiment une équipe médicale vouée à faire le relais des soins vers l'extérieur, les modes est pensé pour faire vraiment un accompagnement global autour de la personne. On a les infirmiers, les psychiatres, même si à notre niveau, on participe un peu tous à notre manière, mais les infirmiers et les psychiatres sont vraiment là pour accompagner dans le projet de soins, dans le suivi psychiatrique et addictologie, comme on parlait, en orientant vers le CMP de secteur de la personne, en accompagnement au premier rendez-vous infirmier, premier rendez-vous psychiatre, faire le relais de la situation. On a nos assistantes sociales qui sont plutôt là pour l'accès aux droits communs, travailler le projet social de la personne, l'hébergement, le logement idéalement au long terme. Et ensuite, de mon côté, un projet éducatif. Ça peut être, par exemple, la gestion du logement si le patient en a un, l'étayage social. Ce qu'on fait souvent aussi, c'est ce qu'on appelle des vies ma vie. Donc, avec les moyens du patient, on voit comment se rendre à les points clés de ces rendez-vous, CMP, CCAS,
Xapa notamment. Donc, on prend le bus, on prend le métro, mais on fait avec lui plusieurs fois si nécessaire. Comme ça, on l'autonomise un maximum. Bon, tu peux passer ça. Comme le disait Mina tout à l'heure, on est vraiment sur une démarche d'aller vers le patient. Donc, on est centré sur un public sortant de détention avec des comorbidités addictives pour la majorité des cas. Une grande précarité observée sur tous les patients suivis. On a plus de trois quarts de nos patients qui sont sous le seuil de pauvreté du territoire, donc avec un public qui n'a, pour la majorité des cas, pas de travail, pas de logement. Donc ça, c'est ce qu'on constate vraiment à la sortie de détention. Des grosses difficultés, du coup, pour ces patients sortant de détention et patientes pour accéder au relais des soins, que ce soit en CMP, en XAPA. L'accès aux ressources et aux droits est très, très compliqué pour nos patients, parce que pour la majorité des sortants de détention, malheureusement, on a constaté quand même avec le recul et nos accompagnements que les droits ne sont pas à jour à la sortie. On évoquait tout à l'heure le dossier SIAO qui n'est pas forcément actualisé non plus avant la sortie pour les personnes sortantes à la rue notamment. Donc un parcours qui se complique quand même sur l'extérieur pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques et addictologiques, je trouve, précaires. Donc, multipliant les risques de rupture de soins finalement. Donc, beaucoup de choses mises en évidence. Aussi le côté judiciaire aussi qu'on retrouve forcément pour qui dit sortie de détention, atteint de troubles psychiatriques, en fonction aussi des faits qui ont amené nos patients en détention. Ils sont souvent aussi une obligation de soins, voire injonction de soins qui s'ajoute à leurs contraintes à l'extérieur. Donc, avec pour la plupart, hein, c'est pareil, je dirais entre 80 et 90% des cas, avec un suivi SPIP mensuel à l'extérieur, avec des suivis socio-judiciaires, enfin voilà, des interdictions de secteur qui peuvent se mettre en place aussi, des interdictions de contact. Voilà, c'est beaucoup de facteurs qui font que ça rend le parcours de soins extérieurs très compliqué pour nous accompagner, quoi. Les mots aussi pensés pour faire on réfléchit nos 6 mois en se disant que les premiers mois, on est fortement présent pour la personne, à plusieurs visites à domicile ou selon où est la personne par semaine. Après, on s'adapte aussi aux besoins et à la demande. Et au fur et à mesure, on va s'éloigner, on va se mettre en retrait pour ne pas faire une cassure au bout des 6 mois. Donc, on met en place une période de stabilisation un peu au milieu de notre accompagnement, où on travaille avec la personne, le relais vers les partenaires médicaux et sociaux pour qu'elle soit bien entourée à la fin de notre accompagnement. Il y a vraiment un travail de réseau qui est un peu aussi notre cœur d'intervention. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi beaucoup l'autonomisation de la personne, que ce soit donc avec ces fameux Vie ma vie, mais aussi pour se souvenir des rendez-vous. Donc, au début, on va les appeler, prévoir d'y aller ensemble. On les porte un petit peu pour certains, honnêtement. Et au fur et à mesure, bon, on va essayer je mets en place un agenda notamment pour qu'ils puissent s'en souvenir, les appeler la veille pour qu'ils puissent bien s'y rendre, ensuite le jour même, et puis petit à petit, juste les laisser se rappeler seuls de leur rendez-vous et se rappeler après pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. On essaye de faire le plus par étapes possible, un accompagnement progressif, on va dire. L'idée aussi de l'EMOT sur cette phase, c'est de consolider la fragilité des premières semaines à la sortie. Comme on parlait tout à l'heure du risque suicidaire et du taux de suicide en détention, il faut savoir aussi qu'à l'extérieur, la période de libération, c'est vraiment une période ultra précaire et fragile au niveau de la population atteinte de troubles psychiatriques. Le risque suicidaire, il est 15 fois supérieur à la population générale à l'extérieur dans les premières semaines sortant de détention. Donc, il est lié aussi
au choc. On parle du choc carcéral, mais il y a le choc de la libération aussi, hein, où on se retrouve finalement à l'extérieur sans rien, sans étayage, sans logement, sans ressources. Enfin, voilà, c'est très, très compliqué. Besoin de soins, besoin de traitement. Donc, c'est ultra fragile. La comorbidité addictive n'y est pas pour rien non plus, avec les personnes qui finalement étaient protégées. Alors, on le sait tous, en détention, il y a des consommations aussi, mais beaucoup moindres en général. Et ils vont se mettre à reconsommer les substances qu'ils avaient dû consommer avant l'incarcération de la même manière qu'ils faisaient avant d'être en prison. Et ils vont faire des overdoses, hein. Ça fait partie des premières causes aussi de mortalité à la sortie de détention. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de la présence mode, c'est de consolider cette période fragile des premières semaines où on va être ultra présent pour emmener les personnes sur le rendez-vous, travailler les TH, le partenariat avec les collègues. L'idée, c'est vraiment d'être ultra présent avec la patiente à leur sortie de détention. Comme disait Mina, de se mettre à disposition au milieu du suivi de manière plus axée autonomie. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que du jour de la libération à la fin des 6 mois, l'idéal, en tout cas de l'EMOT, on tend vers la personne qui a identifié tous les partenaires extérieurs qui pourront l'aider après l'arrêt du suivi EMOT. Parce que le piège aussi, c'est que notre accompagnement, finalement, les rassure en présentiel, mais finalement, quand on n'est plus là, que rien ne se fasse. Donc, vraiment, on est vigilant à ça, sur ces 3 phases-là où on est très présent, on se détache un petit peu et on laisse partir le patient sur la fin du suivi. L'idéal, c'est ça, même si c'est compliqué parfois. C'est clair. Alors, du coup, un petit bilan, c'est de faire rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, de ces 3-4 ans de la création de l'EMOT. Au total, on a suivi 163 personnes. On est souvent en moyenne avec une vingtaine de suivis en cours À l'extérieur, du coup. à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, Mina. Non, je t'en prie. Il faut savoir qu'on a une file active, du coup, sortie de détention et on a encore les patients en attente de sortie. Donc, c'est un peu les vases communicants en général. On est sur une vingtaine à l'extérieur et une vingtaine à l'intérieur. Mais c'est plutôt ça. Ouais. Et en moyenne d'âge, c'est environ 36 ans. On accompagne particulièrement des hommes, 88% et 12% de femmes, à l'image aussi de la population carcérale. Et la plupart des personnes qu'on accompagne se situent dans la métropole lilloise aussi, puisque sans domicile fixe, c'est surtout là où se trouvent les foyers d'hébergement. Et pour certains, un quart hors métropole, on se donne 1 heure et demie de trajet maximum. On a quelques chiffres aussi à communiquer au niveau de la prévalence des troubles des patients qu'on accompagne. Au niveau des troubles psychotiques, on est à presque 70% des personnes accompagnées. On est sur une dizaine de pourcents, 11% exactement des troubles de personnalité. Les personnes atteintes de troubles de l'humeur, on est plus sur 8%. Les troubles anxio-dépressifs, on est sur 7%. Et les troubles enfin les PTSD, les traumas, du coup, on est sur 7% à peu près. Systématiquement, la comorbidité addictive, donc c'est ce qu'on disait, on est une équipe de soins psychiatriques, mais pour la majorité de nos suivis, on fait suivi CMP et XAPA. Et au niveau de la protection juridique, pardon, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont protégées, sur notre justice en tout cas, on est à 1 personne sur 4. Donc c'est beaucoup de personnes qui sont accompagnées sous mesure de tutelle, curatelle. Voilà. Je pense Non, après, ouais, c'est vrai que au niveau des chiffres, au niveau des émotes, surtout, on a plusieurs émotes qui se sont créées, du coup, un peu sur le modèle de Lille. À la base, on est sorti de terre avec Toulouse en parallèle, du coup, qui a sensiblement le même schéma de fonctionnement que notre équipe, mais on sait que les émotes ont poussé sur le territoire depuis 4 ans. On est à plus de 10 émotes en France maintenant. Donc, voilà. Ah oui, des chiffres alarmants. Je suis désolé parce qu'on prend un peu de temps, mais ça, c'est les constats aussi de 4 ans, les chiffres qui sont intéressants. Pour les difficultés rencontrées sur le terrain, donc, on le disait, l'absence de préparation de la libération. Donc, la majorité des patients qui sont suivis en détention ont un suivi CEPIP. Enfin, voilà, ils ont toujours un conseiller d'insertion de probation rattaché à leur parcours. Et
par expérience, les CEPIP ont énormément de dossiers à traiter. Et nous, la population qu'on accompagne sont des patients atteints de troubles psychiatriques, pas forcément bruyants et pas en demande du tout. Donc, ce n'est pas les premiers à demander les choses justement à l'extérieur. Donc, ce qui engendre une sortie sur deux de nos accompagnés à la sortie. Donc, ce que je disais, l'inscription au SIAO qui est non systématique pour les personnes accompagnées, donc du coup qui accentue les difficultés pour l'accès aux structures d'urgence, d'hébergement d'urgence à la sortie. Donc qui freine encore plus l'adhésion aux soins. Forcément, quand on n'a pas de logement, on est à la rue, on n'a pas de ressources, on pense évidemment absolument pas à aller faire ses soins et refaire prescrire ses médicaments, par exemple, pour faire simple. Une personne sur 5 sans pièce d'identité, ce qui freine encore plus aussi l'accès aux droits, notamment l'ouverture de comptes bancaires. Enfin voilà, il y a plein de choses à remettre en place à la sortie de détention, et une personne sur trois sans CSS. Donc, ce qui est assez alarmant quand on sait que 95% des patients qu'on accompagne ont un traitement médicamenteux à prendre à l'extérieur, en plus du suivi CMP, avec une fragilité de la pathologie qui ne devrait pas tolérer justement une rupture thérapeutique à la sortie. Les difficultés en milieu libre constatées forcément avec la stigmatisation que peut vivre notre population, c'est l'accès au travail, l'accès au logement de droit commun en tout cas. On est plus sur l'hébergement d'urgence pour la majorité des accompagnés par les MOT. Les délais de traitement MDPH, de la CAP, voilà, ça prend du temps. Enfin, ça, c'est des choses qui doivent parler à beaucoup de monde, je pense, qui écoutent la présentation de l'équipe. Enfin, voilà, c'est des freins supplémentaires qu'on constate depuis 4 ans. En fait, nous, la majorité de notre équipe, on a encore beaucoup d'intervenants qui travaillent encore en détention en temps partagé. Du coup, ça, c'est ce qu'on n'avait pas abordé. On a des travailleurs sociaux qui sont encore en temps partagé entre les MOTS et la maison d'arrêt, des infirmiers, des psychiatres. On a choisi de garder des pieds à l'intérieur pour avoir une fluidité, en tout cas, du parcours des orientations de nos patients. Euh, donc, voilà, on constate ça depuis 4 ans, on va dire. L'absence d'accès aux technologies aussi qui est compliquée, avec une fracture numérique constatée aussi chez nos patients. Malheureusement, on est sur des services qui sont de plus en plus dématérialisés aussi pour l'accès aux droits et tout, pour déclarer les choses à l'extérieur. Donc, compliqué pour eux. Un beau partenariat avec Emmaüs Connect, pour le coup, sur la région lilloise, qui est fait et qui nous aide, qui est fait, pardon, et qui nous aide beaucoup pour rééquiper justement nos patients. Et on a aussi les grosses situations compliquées, ce sont notamment au niveau des personnes accompagnées en situation irrégulière, donc qui sortent finalement de détention avec une OQTF, qui sont majoritairement pris en charge au CRA, donc centre de rétention administratif sur la région lilloise. Donc on en a 2, nous, sur l'Équin et sur Coquel. Donc souvent, ça amène à des patients qui sont finalement retenus encore sur le territoire privés de liberté quelques mois après la libération de détention, finalement remis à la rue avec toujours cette interdiction, et du coup qui leur donne absolument aucun accès aux droits, même s'ils ont une pathologie psychiatrique à être pris en compte dans cette histoire. Mais on va peut-être couper là pour désolé, On va hein, continuer encore on a longtemps, tellement de mais choses à dire en fait sur ce qu'on a fait sur 4 ans et tellement de difficultés à évoquer que on a envie d'en dire plus, mais on va s'arrêter là, en tout cas pour la présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois qu'il y a quelques questions et je vais laisser la parole à Charline du coup pour qu'elle nous les transmette. Exactement, il y en a de nombreuses. Donc, la première que je peux réunir, c'est par rapport au centre médico-psychologique. Donc, est-ce que vous accompagnez les sortants vers les CMP, notamment en accord avec le juge d'application des peines? Et également, est-ce que vous avez des bonnes relations avec ces CMP dans le sens, est-ce qu'il y a une crainte de ce public, ou en tout cas, comment ils reçoivent ce public? Bah, super question. Du coup, c'est une des premières difficultés identifiées justement qu'on a constaté aussi sur les premiers accompagnements. Du coup, les délais moyens déjà de premier rendez-vous, il faut savoir, en CMP, en général, il est sur 1 mois après la sortie de détention. Déjà, c'est ouais, rendez-vous infirmier, hein, pas rendez-vous psychiatrique. Donc, évidemment que l'objectif premier de l'accompagnement EMOD, c'est de emmener nos patients sur le CMP, justement sur l'ambulatoire pour poursuivre les soins de manière ambulatoire et non dans l'urgence comme une hospitalisation ou passer par les urgences. Donc ça, c'est l'idéal. Bien sûr qu'on rencontre les partenaires, donc ça, c'est un plaisir du coup, de travailler avec les centres médico-psychologiques. Alors, jamais
sous obligation de justice. En fait, on a le secret médical qui reste appliqué du début à la fin. On collabore avec les services typiquement de probation, donc avec les obligations de soins qu'ont nos patients, on accompagne volontiers nos patients à leur premier rendez-vous, mais sans communiquer d'informations. Donc ça, c'est leurs obligations judiciaires. On propose toujours à la personne, parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'accompagnement EMOD, c'est toujours sous la coupe du consentement du patient. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Donc voilà, on recueille déjà un consentement de la personne en détention. Et pour tout ce qui est rendez-vous judiciaire à l'extérieur, on accompagne au rendez-vous SPIP. L'idée, c'est d'autonomiser encore une fois les personnes et d'ancrer cette routine à la sortie pour éviter les réincarcérations, même si ce n'est pas un objectif premier de l'EMOT, mais on sait que plusieurs rendez-vous manqués peuvent engendrer en tout cas une réincarcération. Donc l'idée, c'est de les accompagner. On peut être invité devant le CEPIP dans le bureau avec le patient, ce qui arrive aussi très souvent. On est très bien identifié sur le SPIP de Lille, hein, notamment, où on a eu l'occasion de présenter aux 50 CPIP y travaillant, du coup. Donc, ça reste comme ça. Il y a bien quand même le clivage santé et justice, mais on arrive à collaborer, en tout cas, dans le but du patient. Pour le CMP, c'est compliqué, mais Mina, je peux te laisser en parler aussi. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on rencontre aussi des freins au CMP. Bon, on parlait déjà des délais pour les rendez-vous. Pour nos patients qui sont à la rue, de trouver le CMP de secteur, déjà, ça peut être un peu un grand défi où, pour parler clairement, des fois, ça se renvoie à la balle selon la date de naissance, si la personne est sans domicile. Or, des fois, elle se trouve en CHRS et comme c'est pas considéré comme du stable, son CMP de secteur par rapport à l'adresse du CHRS considère que la personne est à la rue. Et du coup, par exemple, je donne un exemple purement au hasard, mais si la personne est dans un CHRS à Tourcoing, pour ceux qui connaissent peut-être la région et qui peuvent l'avoir vraiment 5 minutes à pied, mais le CMP dit bah non, c'est considéré comme à la rue, donc plutôt aller au CMP ou à 1 heure de route. Donc déjà, pour l'accès aux soins, ça complique beaucoup de choses. Après, ce qu'on a rencontré aussi, c'est ce qu'on appelle des filières spécifiques pour les personnes qui sortent de détention. Donc un infirmier qui est vraiment identifié avec lequel la personne ne peut avoir qu'un premier rendez-vous avec cet infirmier-là. Donc déjà, ça retarde forcément le premier rendez-vous. Et en plus de ça, ça stigmatise la personne grandement. Et notre stigmatisation, c'est pour nos patients. Et ça, on le rencontre assez souvent. C'est ceux qui ont une obligation de soins. Et à ce moment-là, les CAP demandent à avoir le jugement, sauf que c'est très compliqué de l'avoir et on ne peut pas avoir de premier rendez-vous euh, sans ce fameux jugement. Et en plus de ça, ça stigmatise parce que vraiment, on se rend compte pour certains CAP, pas tous évidemment, et certains professionnels, que ça questionne en fait la motivation de la personne à se soigner parce que on se dit que c'est une obligation, que la personne n'a pas le choix, qu'elle n'est pas motivée. Et comme les CMP sont absolument débordés aussi, je pense qu'il y a une sorte de tri qui se fait par rapport à la motivation de la personne. Or, on sait très très bien que obligation ne veut pas dire ne pas avoir de motivation. Donc voilà, je Ouais, c'est pense. ça, ouais. Ouais. Tout est dit. Merci pour cette réponse. La seconde, c'est par rapport, donc vous intervenez sur le territoire de la métropole et en dehors, donc à 1 heure et demie maximum Exactement. de distance. Par rapport au national, je ne sais pas si vous, Monsieur Trépied, vous avez une visu sur l'essaimage des équipes. Pour répondre sur le niveau national, comme vous indiquiez, effectivement, il y en aura à peu près 10. Le but serait d'en avoir plus, évidemment. Ça dépend de financement octroyé par le côté sanitaire, ARS ou centre hospitalier. Est-ce qu'il y a un site où les participants peuvent retrouver les mottes sur leur territoire, s'il y en a un? Moi, ça me parle pas, malheureusement. Non, 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 nous non Pas pour le plus. Pour moment, en l'instant, tout D'accord. on cas. n'est pas encore identifié, en tout cas sur le territoire national. Euh, Ok. Là, effectivement, pour avoir eu un COPIL, donc un comité de pilotage courant de cette semaine avec l'ARS, justement, parce que les 3 premières années ont été cofinancées par l'ARS, du coup, comme c'était un projet, un appel à FIOP qui a été accepté, du coup, on avait un financement ARS sur 3 ans, plus le complément par le CHU de Lille.
Maintenant, on est pérennisé depuis mai 2024, mais avant, c'était encore comme ça. L'ARS avait plus tendance à dire qu'effectivement, ils alloueraient des budgets supplémentaires, mais pour ouvrir des antennes un peu partout finalement. Pas forcément renforcer l'équipe ici, parce que ça n'aurait pas d'intérêt à ce qu'on aille encore plus dans le 62, mais typiquement faire une équipe mobile 59-62, déjà pour répartir un peu plus le territoire, puisque nous, on est complètement amené effectivement à finalement suivre des personnes dans le 62 lorsqu'ils sortent de détention. Mais on se laisse vraiment la limite d'1 heure et demie, parce que sinon, ça prend vraiment trop de temps sur une journée. Enfin, ça prend une demi-journée pour voir la personne. Ça nous prend 3 heures de route juste pour aller faire un entretien parfois d'1 heure sur place. Enfin, voilà, on se limite à 1 h 30 et après, malheureusement, quand les projets de sortie sont plus loin, on est obligé de, enfin, c'est l'USMP en tout cas qui doit faire le lien avec le secteur de rattachement de la personne. On ne pourrait pas aider plus dans la boucle. D'accord. Ce qu'on pourrait du coup vous conseiller, c'est peut-être vous rapprocher de l'ARF de vos territoires pour savoir Ouais. s'il y a une équipe qui se met en place. Très rapidement, donc EMOD, c'est équipe mobile transitionnelle, parce qu'il y avait une petite question sur le sigle. Il y a également le travail avec les SIAO, justement, pour rassurer sur le côté structure d'hébergement, les liens que vous avez avec eux, pardon. Les liens qu'on a avec eux, ce qu'on essaye de faire, c'est même si en soi ça sort un petit peu de nos missions, c'est si on sait que la personne sort à la rue, on se permet d'appeler. Alors ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que donc si tous nos on n'est pas tous à temps plein, c'est aussi parce que la plupart des personnes qui travaillent chez nous travaillent aussi en intra, dont notamment une de nos assistantes sociales qui peut faire un travail déjà d'avance avec le SIAO, à les appeler Avant avant la l'idée. sortie, avant la libé. Après, on n'a pas de... On a des contacts un petit peu spécifiques aussi, des partenaires bien identifiés où on peut expliquer la situation de la personne pour essayer de se coordonner et de faire un partage maximum d'informations pour pouvoir lui trouver une structure d'hébergement. Après, on sait aussi que le SIAO fait avec les moyens qu'il a et que c'est très compliqué dans le nord en ce moment où il y a un gros manque de place, mais on essaye de faciliter au plus la communication. D'accord, merci. Je vais pas pouvoir poser toutes les questions, je suis désolée, mais on pourra vous répondre directement dans le chat. Au pire, là, il reste 2 minutes. Mais c'est peut-être aussi pour ouvrir, parce que je trouvais l'intervention intéressante par rapport à la relation justement avec la personne. Donc, du coup, il y a une personne qui témoigne justement un peu de la sensation que la personne peut avoir, une sensation d'obligation, d'assister à ces rendez-vous-là. Donc, c'était un peu pour avoir les leviers spécifiques que vous avez pu mettre en place pour avoir qu'on a une adhésion en tout cas au projet, à l'accompagnement psychologique à la sortie. Donc, je ne sais pas si en 2 minutes ça peut être Désolé, abordé, je mais voulais m'excuser auprès des créateurs de l'EMOD, parce que j'ai pas parlé de notre chaise de service qui s'appelle Dr Scoufler. Je pensais à elle, justement, qui est sur le CMP aujourd'hui, parce qu'elle a un temps partagé entre la prison CMP et EMOD. Du coup, c'est Tatiana Scoufler qui a été à l'initiative de la création de l'EMOD, co-fondée avec le Dr Thomas Faubé sur le projet. Voilà, on fait des gros bisous. Mais du coup, pour répondre à cette question, il y a un gros travail justement de recueil de consentement avant la sortie de détention et on a maintenant l'expérience sur 4 ans de sentir tout de suite les personnes qui vont venir pour clairement le volet social plutôt que l'accès aux soins. Donc ça, c'est vraiment très, très important de le sonder finalement avant la libération. Souvent, c'est des patients qui sont évidemment très malades pour la plupart des accompagnements, donc qui bien évidemment ont besoin de cet accès aux soins sans pour autant parler de cette notion d'obligation. Ils ont souvent cette notion d'obligation qui leur est clairement imposée par la justice. Donc ça, ils ne peuvent pas y déroger. Mais encore une fois, nous, on leur dit bien que ce n'est pas une obligation, en tout cas pour notre part, notre accompagnement, pardon.
n'est pas une obligation en soi. On n'est pas missionné par la justice ou quoi que ce soit. On est vraiment identifié et rattaché au pôle de psychiatrie du CHU. Donc, c'est vraiment les collègues d'intra qui identifient la situation et qui nous alertent sur l'intérêt d'un accompagnement à l'extérieur, vu les difficultés qui vont être rencontrées, comme on a pu les énumérer. Il y en a d'autres, hein, je pense qu'on en oublie tellement, mais je pense que c'est vraiment cette notion de consentement recueilli avant qui nous facilite la chose. Évidemment, on a des échecs, évidemment, on est un public ultra fragile, évidemment, on a des patients qui ont du mal à avoir cette accroche aux soins. Typiquement, on a souvent le discours, j'ai une obligation de 2 ans, je suis là parce que je suis obligé, dans 2 ans, j'y vais plus. Enfin, ça, on l'entend régulièrement. Justement, nous, l'idée, c'est sur cette période de 6 mois, d'essayer de faire acheminer typiquement le message aux patients qu'il ne faut pas le prendre juste comme une obligation, mais le prendre pour eux. Le bénéfice, il est pour eux. Les soins, il n'est pas imposé. Enfin, voilà. C'est un gros travail de psychoéducation, d'éducation thérapeutique à mettre en place, même si 6 mois, c'est dérisoire à l'échelle d'une vie. Hein, mais comme on a tous travaillé en détention, moi, avant, je travaillais à HSA de Seclin. Pendant 8 ans, j'ai fait partie de l'équipe qui a ouvert la structure en 2013 jusqu'à 2021 encore, j'étais là-bas. Donc, on s'est aperçu sur les années d'exercice en intra avant que finalement, on a un, une grosse file active de patients qu'on identifie depuis des années qui font que entrer, sortir en détention, qu'on connaît du coup. Donc, ils nous ont bien identifiés, ils nous connaissent depuis longtemps. Donc, ça, c'est aussi un choix pour la création de l'EMOD, c'est qu'on est tous dans la prison depuis majoritairement beaucoup d'années, sauf Mina qui fait exception à la règle, mais on a tous connu les patients en détention, donc ça facilite vraiment cette relation de confiance et le travail à l'extérieur, en tout cas avec le public qu'on accompagne. C'est vraiment l'idée, c'est de reconnaître les gens, on est tous identifiés. On a des personnes de l'équipe qui ont connu la maison d'arrêt de l'Os, c'est à l'époque qui existait encore. On est tous vraiment passés sur les secteurs de soins, les unités de soins en détention, et on est identifié en général très bien par le public qu'on accompagne. Même si on a des nouvelles personnes, et c'est très bien, c'est tant mieux. Ça veut dire que les personnes qu'on connaît depuis longtemps aussi arrivent à rester sur l'extérieur. Donc, on travaille plutôt comme ça. C'est comme ça j'ai envie de dire qu'on peut. Et sur peut-être un dernier point, je dirais Vas-y, que Mina. aussi c'est le faire de l'aller vers. Enfin, ça, je Ouais, trouve que c'est vraiment le grave. point clé de l'émote, c'est d'amener entre guillemets la psychiatrie vers le patient et de déconstruire un petit peu cette idée d'hôpital, de CMP, d'arriver le psychiatre Exactement. derrière un bureau et de se retrouver chez lui dans son squat ou au McDo boire un C'est vrai café et qu'on a parler des de expériences comme symptômes. ça. Et je trouve que ça facilite vraiment la discussion et de déconstruire un petit peu toute l'idée qu'on peut se faire de la psychiatrie, C'est le ça. patient en premier. Et je trouve que ça, pour l'adhésion aux soins, c'est essentiel. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour les autres questions, on verra si on peut y répondre, par exemple, par une FAQ après ce webinaire-là. Et désolé du coup pour les questions que j'ai pas pu vous poser. Voilà. Aucun souci. Souhaitez, Mina et Mathieu, regardez justement dans le chat s'il y a des questions pour lesquelles vous pouvez répondre par écrit, Ouais, pourquoi ça. pas, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour cette conclusion parfaite. Voilà. Alors, nous allons maintenant donner la parole aux professionnels de l'association Permis de construire de Nantes, qui est une association qui propose un accompagnement global et individuel et qui a pour objectif de permettre à la personne de devenir ou redevenir pilote de sa vie. Je vous laisserai expliquer le mot pilote de son projet, et ce qui n'est du coup pas toujours évident pour des personnes sous main de justice et qui ont pu avoir un passif de restriction de liberté. Et donc, pour ce faire, l'accompagnement pluridisciplinaire qui est proposé permet de construire justement via l'intervention conjointe de travailleurs sociaux et de psychologues. Ça permet d'être un atout pour la personne. Je vous laisse donc nous présenter pendant une quinzaine de minutes votre association, vos missions et donc les missions d'éducateurs psychologues. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, Emmanuelle Beauchesne, directrice d'association, et je suis accompagnée, je vais me présenter. Angèle Tuette, éducatrice spécialisée à l'ASSO. Bonjour, je suis Glad Goff, je suis psychologue à l'association depuis 2021. Donc, rapidement pour démarrer, je vais vous faire une petite présentation de l'association. Donc, l'association Permis de construire est née à Nantes en 2005. Et depuis, il y a eu un réseau qui
2021, le réseau Permis de construire. Et aujourd'hui, on a donc Permis de construire 44, qui est donc classé historique. Et on a un permis de construire qui vient d'ouvrir là en septembre 2004. Et en 2023, il y avait eu Permis de construire Vannes qui a été également mis. Donc, un réseau qui se construit petit à petit et on espère qu'il va continuer à se développer. L'objectif de l'association Permis de construire, c'est l'accompagnement global des personnes placées ou passées sous main de justice, avec, comme disait Margot, les pilotes. Puis c'est tiers de l'association. Et Emmanuel, pourquoi pilote? Parce que Emmanuel, oui. excusez-moi, juste, ça coupe un petit peu. Il doit y avoir un petit souci de réseau. Est-ce que on va peut-être tenter d'éteindre que vous éteignez votre caméra, je suis désolée, mais peut-être que ça permettra que ce D'accord. soit peut-être plus fluide et qu'il y ait moins de coupures pour qu'on Ah oui, puisse très d'accord, bien ok, vous parce entendre. que le réseau est pourtant bon chez nous. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je crois, on va essayer. Et désolée de vous avoir. D'accord. Merci. Oui, je disais que les pilotes, ce sont des personnes accompagnées à l'association et que les pilotes sont du coup, pourquoi pilote? Parce que pour reprendre sa vie en main et faire les choix qu'ils souhaitent. Euh, L'accueil à l'association, c'est un accueil inconditionnel et dans le temps. C'est-à-dire que l'accompagnement va durer le temps nécessaire au pilote sur une démarche de libre adhésion et une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnement à permis de conduire va être présenté à l'occasion d'un atelier d'accueil qui est organisé chaque mois. Cet atelier d'accueil, il est collectif, il permet aux potentiels pilotes de venir prendre connaissance des missions de l'association et de l'accompagnement. Et seulement à la suite de cet atelier d'accueil, ils entreront d'accompagnement à l'association s'ils le souhaitent. Donc, l'accompagnement, il est à la fois un accompagnement individuel et à la fois un accompagnement collectif. Mais je laisserai Angélique développer cette partie. Et on a une équipe pluridisciplinaire, une équipe de travailleurs sociaux, une chargée d'insertion professionnelle et une psychologue, Aurélie qui sera là tout à l'heure. Pour donner un ordre d'idée, au niveau de la accompagnée, c'est environ 30 pilotes qui sont accompagnés par an. Voilà. Et le profil des pilotes, c'est de 40 ans. Ce sont essentiellement des hommes, là aussi, qui reflètent la population carcérale. 70% ont connu plusieurs condamnations avant de démarrer un accompagnement à permis de construire. Et pour 98% d'entre eux, le motif d'incarcération, c'était pour un délit et 2% pour des crimes. Euh, un tiers des bénéficiaires n'ont pas de médecin traitant. 60% ont une maladie chronique, diabète, cholestérol ou maladie cardiovasculaire. 85% présentent une addiction et 60% déclarent ne pas avoir de suivi médical. Et 60% expriment une souffrance donc la nécessité d'un accompagnement au niveau de la santé qui effectivement est important au niveau de l'association. Du coup, je passe la parole à Angélique, donc, qui est éducatrice à l'association et qui va vous présenter l'accompagnement. Donc, comme Emmanuel l'a dit, on a pris le parti de nommer les personnes accompagnées pilotes parce qu'elles sont au cœur de l'accompagnement. Et à leur arrivée, donc, et tout au long de leur parcours, il y a un travailleur social qui est en référence du coup de leur suivi et qui est nommé copilote dans le sens où on est aux côtés de la personne et on l'accompagne dans ses projets. Euh, l'accompagnement il est vraiment en fonction du rythme et des besoins de la personne. Donc, on s'appuie vraiment sur la temporalité. Donc, ça peut être un entretien une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines,
ou chaque mois en fonction vraiment des besoins du pilote. Pendant ces entretiens individuels, euh, et, l'accompagnement, il est vraiment global en fait. On peut les accompagner dans l'accès à l'emploi, dans le logement, leur parentalité. On s'est rendu compte que l'axe de la santé était assez important aussi dans ces entretiens-là. On prend vraiment le temps de l'accueil au début, au moment de créer un lien de confiance avec les personnes. Et voilà, ça nous tient à cœur d'être disponible pour elles et d'être vraiment dans ce lien de proximité. Euh, donc, on est aussi vigilant donc, à bien les connaître et à s'appuyer du coup sur leurs ressources pour vraiment travailler les difficultés qu'ils rencontrent. Euh, et quand, en fonction des besoins des personnes, donc des pilotes, on peut les orienter vers donc Aurélie pour le travail thérapeutique. Aurélie qui est psychologue. Pour prendre la suite, le permis de construire, c'est une petite association qui nous a permis d'avoir quand même beaucoup de liberté dans les projets qu'on a pu mettre en place. Donc, on a beaucoup fonctionné sur la base de tâtonnements, par essai, par erreur, expérimenté, on s'est trompé, on a réessayé. Mais en tout cas, ce qu'on a observé qui fonctionnait de manière assez forte, c'est ce triptyque entre le pouvoir d'agir qui est quand même central dans nos prises en charge, parce que le public qu'on accompagne, c'est des personnes qui se sont trouvées très contraintes dans leur vie, qui ont été dépossédées de leur capacité à poser des choix, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on accorde beaucoup d'importance. Et puis, il y a cet aller-retour systématique entre des temps individuels et puis des temps collectifs, ce qui constitue aussi des espaces d'expérimentation, d'évaluation de voilà, ce qu'on travaille en individuel, on observe comment ça peut se retravailler en collectif et vice-versa. Ensuite, sur le plan de l'accompagnement thérapeutique, donc mes consultations psy, typiquement, moi, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont une trajectoire de vie extrêmement cabossée, chaotique, marquée par de multiples ruptures. Bien souvent, ils ont grandi dans des familles dysfonctionnelles avec des être défaillante. Il y a eu beaucoup de carences éducatives, carences affectives. Beaucoup ont coché un parcours institutionnel autour de l'ASE, autour de la PJJ. Et tout ça fait que le lien de confiance à l'autre a été extrêmement abîmé. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de restaurer, à permis de se traduire justement par cette notion d'accueil inconditionnel et d'importance accordée à là où en est la personne dans ses capacités à faire ou à mettre en œuvre des choses. Euh, L'autre point important, mais qui rejoint aussi les présentations précédentes, c'est que dans l'anamnèse, on retrouve tout le temps des antécédents d'abus physiques, psychiques, sexuels. Et pour le coup, les personnes qu'on accompagne, elles vont d'être auteurs, elles ont été victimes ce constat nous a amené à vouloir à vouloir en faire quelque chose. Et donc, on propose des consultations psychotrauma, donc des thérapies EMDR aux patients qu'on accompagne parce que, effectivement, chez certains, il y a encore beaucoup de mécanismes d'hypervigilance, de flashback, de réminiscence, de conduitarisme qui ne s'expliquent pas dans le présent. Et c'est vrai que ces thérapies, ça leur permet de dénouer certains fils du passé et en prendre conscience de nouvelles compréhensions, ce qui peut avoir un impact sur le présent. Et puis effectivement, en parallèle, c'est aussi un lieu de parce que beaucoup des personnes qu'on accompagne sont très isolées et que finalement, c'est des espaces qu'ils prennent positivement et où ils sont écoutés et entendus. Et puis, tandis que d'autres vont vraiment se mettre au travail avec véritablement un travail thérapeutique sur les actes commis, les conséquences que ça a pu avoir. Et donc, du coup, concernant le collectif, donc en parallèle de l'individuel, il y a aussi du collectif qui est proposé à l'assaut, qui est élaboré vraiment en co-construction avec les personnes, avec les pilotes. Donc, pour ça, une fois par mois, on organise un conseil des pilotes
durant lequel bon, certains cuisinent le matin, on partage un repas le midi, et puis on évoque les projets passés, les projets à venir, le fonctionnement de l'asso, le quotidien, avec l'idée que chaque partie prenante de l'asso puisse avoir un temps de concertation, de partage, donc pour préparer aussi les projets. Euh, nous, on veille au quotidien pour permettre justement aux personnes de prendre place dans cette situation. En tant que copilote, on veille à créer vraiment un cadre, à vraiment bien accueillir les personnes, à être vigilant dans la clarté des informations qu'on leur transmet pour soit les susciter leur envie, leur motivation, ou au contraire qu'elles puissent repérer que ça ne correspond pas forcément à leurs besoins ou que ce n'est pas le moment. Et on essaie vraiment d'amener la personne à mettre du sens dans sa participation au collectif, de l'amener à faire des choix, voilà. Euh, et donc, du coup, concrètement, on part vraiment des besoins et des envies. Donc, une personne a envie, par exemple, de proposer une sortie sport aux autres pilotes. Donc, on va planifier ensemble, réfléchir à l'organisation, rencontrer potentiellement les partenaires ensemble aussi, préparer ces rencontres. Donc, on fait vraiment voilà, les choses ensemble. Et en fait, tout ça, ça permet d'allier leurs objectifs individuels qu'on travaille donc dans nos entretiens copilote-pilote. Et donc en collectif, en fait, d'appréhender la relation à l'autre, de prendre confiance en soi, de repérer et développer ses compétences parce qu'on est vraiment dans un partage d'expérience, de savoir. Euh, et donc voilà. Euh, Et plus spécifiquement, sur l'axe de la santé, on met en place des cafés santé qui ont lieu une fois par mois, qui sont animés donc par un copilote et par Aurélie, qui est psychologue. Et dans ces ateliers, on aborde du coup, c'est des ateliers de promotion de la santé où on aborde différentes thématiques. Donc à chaque atelier, il y a une thématique spécifique. Donc ça peut être la question de l'alimentation, du sommeil, de la santé plus globale, de la vie affective et sexuelle, des addictions, de l'hygiène de vie, du rythme de vie. Voilà, c'est assez large. Souvent, on prend le temps de faire un bilan à la fin de chaque atelier pour repérer un peu les besoins de chacun pour le choix de la thématique suivante. On s'appuie souvent aussi sur des outils pédagogiques qu'on emprunte à l'IREPS, qui est maintenant promotion de la santé. Euh, et en fait, c'est d'avoir un espace pour pouvoir aborder les questions de la santé, partager son expérience les uns avec les autres, éventuellement se donner des conseils, et puis pour personnellement prendre du recul sur la thématique qui est évoquée au moment du café santé. Ce qui permet de faire quelques pas vers l'adhésion aux soins. Voilà. Et puis, je passe la parole à Aurélie qui va vous présenter un autre aspect du collectif. On anime également des ateliers de renforcement des compétences psychosociales parce que un des constats qui a été posé, c'est que de nombreuses personnes qu'on accompagne présentent un déficit sur cet aspect-là. Les compétences psychosociales, c'est des compétences qui ont été identifiées par l'Organisation mondiale de la santé, montre que si on les travaille régulièrement et dans la durée, ça va avoir un impact positif sur l'adoption de comportements de santé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des compétences, ça veut donc dire qu'elles sont accessibles à des apprentissages. Donc ces ateliers prennent la forme de 6 séances de 2 heures. On va travailler collectivement au sein de ferme, autour de différentes thématiques telles que l'identité de ses qualités, de ses compétences, de ses convictions. On va plus sur la régulation émotionnelle,
sur comment je décrypte mes émotions, qu'est-ce que j'en fais, j'arrive également à déterminer quelles sont les émotions qui traversent les autres et surtout comment j'y réponds. Et puis la question des stratégies de coping, c'est-à-dire en situation de stress, qu'est-ce que je mets en place pour faire face à la situation? Parce que les personnes qu'on accompagne disent souvent que face à une situation stressante, elles vont avoir deux réactions privilégiées, soit des insultes, des mots qui sont posés, soit elles vont passer du côté de passage à l'acte. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir en fait l'éventail des possibilités qu'elles ont pour faire face à ces situations de stress. Donc l'objectif de ces temps de travail, c'est vraiment de renforcer, encore une fois, les compétences et les ressources des personnes à agir. Euh, Parce que face à une accumulation, comment dire, d'échecs et de difficultés qu'elles ont pu rencontrer tout au long de leur vie, on peut balancer les choses en leur proposant justement d'expérimenter de la réussite dans leurs interactions sociales, dans leur capacité à réguler ce qui leur arrive, avec aussi une perspective de ralentissement, c'est-à-dire que ce qu'on met en œuvre, c'est un prétexte qui va les amener à identifier c'est quoi les compétences qu'elles ont pu mobiliser pour aller au bout de ce qui était travaillé. Donc en termes de négociation, d'argumentation, de prise de recul, voilà. Donc c'est vraiment des activités, des projets qu'on mène pour tenter d'être dans des approches réflexives et expérientielles en s'appuyant vraiment sur le vécu des personnes. Et là, je pense qu'on est allé au bout de notre temps. Oui, avec un tout petit dépassement, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces présentations et sur la complémentarité individuelle, collective et travailleurs sociaux, psychologues. Très intéressant. Charline, est-ce que tu as des questions de la part de nos participants? Oui, tout à fait. Merci pour votre présentation. Il y a une question. Est-ce que vous pouvez redonner le pourcentage que vous avez énoncé au début de l'intervention sur les personnes accompagnées? Alors, le pourcentage ou le nombre de personnes accompagnées? Là, on parle de pourcentage. Alors, parce qu'en termes de file active, actuellement, on est à 130 personnes. Après, c'est peut-être plutôt les pourcentages sur la santé mentale où voilà, on observe qu'un tiers des personnes qu'on accompagne n'a pas de médecin traitant. Donc ça, c'est un axe de travail qu'on mène pour identifier les médecins qui prennent encore des patients sur le territoire nantais et parfois, c'est très, très compliqué. Ensuite, on a 60% des bénéficiaires qui présentent une pathologie chronique, 85% des bénéficiaires qui présentent une addiction avec ou sans produit d'ailleurs. Et sur ces 80%, on a 5% de personnes qui n'ont pas de suivi médical relative à ces addictions. Et ensuite, en termes de souffrance psychique, là, on arrive à un taux de 60% avec essentiellement des troubles anxieux, troubles dépressifs, également en lien avec le choc carcéral avec lequel certains des bénéficiaires arrivent. D'accord, merci. Et également, par rapport donc au café santé ou tout ce que vous construisez selon la demande des personnes que vous accompagnez, quels sont les liens, les différents partenaires que vous avez pu construire? Partenariat, pardon. On n'en a pas parlé. Alors, déjà, on a rencontré à plusieurs reprises donc l'IREPS, qui est maintenant Promotion Santé. Donc, souvent, quand on a. Donc, là, par exemple, le dernier atelier, c'était sur la thématique du sommeil. Donc, avant de se lancer dans l'atelier, on les a rencontrés, on a échangé avec eux pour savoir s'ils avaient des outils qu'ils pensaient adapter à la public. Donc, on s'appelle Promotion Santé. Et puis, sinon, récemment, on a rencontré le XAPA donc de Nantes, de Opélia avec qui voilà, on n'a pas encore acté les choses, mais l'idée serait qu'ils puissent intervenir sur la thématique des addictions sur un café prochainement. Euh, donc l'idée, c'est de s'appuyer quand même sur des partenaires extérieurs pour animer ces cafés aussi, sur ce qui existe déjà aussi. Après, plus largement, on a des liens également avec
avec la psychiatrie, le CRISERG, avec tous les acteurs du soin sur le bassin nantais. On a tenté de travailler avec le planning familial, mais voilà, pour les raisons que vous connaissez certainement tous, les liens n'ont pas pu se faire parce que voilà, ça correspond à des contraintes dans lesquelles ils sont. Mais pour autant, alors, je suis sexo, donc du coup, les questionnements liés à la vie affective et sexuelle peuvent également se traiter en interne de l'association. Mais l'objectif, c'est effectivement pas que, enfin, comme on l'a dit en introduction, euh, les personnes qu'on accompagne ont un regard sur le soin qui a été maillé de ruptures et donc il y a beaucoup de défiance. Donc l'objectif qu'on travaille, c'est vraiment de restaurer quelque chose de l'ordre de la confiance pour les amener progressivement à retourner vers les dispositifs de droit commun. Donc par exemple, on a pu nouer des liens aussi privilégiés avec le LPP, qui est un service de psychiatrie, avec vraiment une dimension public précaire au sein du CHU. Effectivement, les CRI AVS, je vois que ça intervient dans le fil de discussion. C'est un partenaire avec lequel on travaille. Alors, non pas directement au service des bénéficiaires, mais pour le coup, euh, ils vont mettre en place des cycles de formation auprès de notre équipe. Vous l'aviez cité, je crois, je me suis permise de les mettre. C'est des centres vraiment qui permettent à la fois la formation des professionnels, mais aussi un accompagnement parfois des auteurs de violences sexuelles, voilà, ou qui seraient aussi dans une logique de prévention de passage à l'acte. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et il y aurait donc une dernière question par rapport aux compétences psychosociales. Donc, il existe beaucoup de ressources, mais plutôt pour le public jeune comme Unplug et N+. Est-ce que vous avez d'autres outils ou sites de référence adaptés donc, pour les personnes sous main de justice en placement extérieur? Alors, il n'existe rien en tant que tel qui soit spécifiquement avec le public justice. Mais par contre, l'intérêt, je trouve, des compétences psychosociales, effectivement, par des projets qui sont, en tout cas des programmes qui existent, des enfants, adolescents, publics jeunes, mais pour autant, un tas de choses qui sont tout à fait adaptables au public justice en y intégrant des choses peut-être un peu plus. Après, je ne sais pas si c'est possible, mais si jamais des personnes sont intéressées pour en discuter avec nous, peut-être qu'on peut échanger sur les supports qu'on utilise. Après, ce qu'on peut dire par rapport à programme qu'on a mis en place, c'est qu'il y a vraiment une progression pédagogique, une notion de groupe pour vraiment faciliter l'implication des participants et parce que il s'agit aussi de parler de soi et d'en dire des choses. L'autre point important, c'est que les étapes de ces ateliers-là, on est vraiment sur une position d'horizontalité, c'est-à-dire que on n'est pas sur une position de syndrome d'information, mais c'est vraiment des approches, encore une fois, expérientielles, réflexives, où on va s'appuyer sur les compétences des personnes avec vraiment une notion de partage et de ralentissement, encore une fois, pour identifier c'est quoi les compétences qui sont mobilisées, compétences dont ils n'ont pas toujours conscience. Donc ça, voilà, remettre parfois les choses à place, ça permet de restaurer des choses. Merci beaucoup. Merci, hop, merci beaucoup. On va donc maintenant passer à la dernière intervention avant la conclusion. Donc à l'intervention des professionnels de l'ILO qui vont nous présenter l'expérimentation des colocations thérapeutiques. Colocation thérapeutique qui est donc une unité de vie destinée à d'anciennes personnes détenues rencontrant des troubles psychiatriques et qui sont sans solution d'hébergement. L'idée est, donc là je cite, ce qui a été fait dedans, en l'occurrence avec le service psychiatrique de la maison d'arrêt d'Amiens, tiennent dehors malgré la perte de repères et le choc de la libération comme on a pu en discuter juste avant. Donc je vous laisse la parole. Salima et Myriam et la troisième personne, je vous laisse vous présenter. Merci pour cette introduction.
Je trouve que voilà, ça amène bien le sujet. Je suis Salima Mokadem, donc je suis la responsable de l'établissement. Je reviendrai après sur cette question. Je laisse Myriam et puis Valentin, qui font partie de l'équipe de l'unité de colocation thérapeutique, se présenter également. Donc, bonjour à tous, Nesser Myriam, je suis infirmière donc à mi-temps sur l'unité de colocation thérapeutique et d'insertion et à mi-temps sur le SMPR de la maison d'arrêt d'Amiens. Et bonjour à tous, moi c'est Valentin Poulet, je suis accompagnant éducatif et social au sein de l'UCTI à temps plein. Vous dire peut-être un mot sur l'association Lilo, parce que je ne pense pas que tout le monde sache qui nous sommes. Alors, l'association Lilo, c'est une association qui a été créée en 1969 avec la vocation d'accueillir, d'héberger, d'accompagner un public, ou en tout cas des personnes en grande fragilité, et notamment, ça c'est une volonté première, un public sortant de maisons d'arrêt. Voilà, public plutôt justice. Alors, en quelques chiffres, pour 2023, l'ILO, c'était 1222 personnes, hommes seuls accompagnés, 137 femmes seules, 35 couples et 150 familles. On est sur un public justice autour de 55% pour l'ensemble des dispositifs. Il faut savoir qu'on couvre également l'Île-de-France et puis on a une antenne à Toulon. Donc, c'est 55% pour les CHRS, les chantiers d'insertion, les dispositifs de retour à l'emploi, c'est à peu près 45% de peine alternative à la prison, c'est 15-16% en aménagement de peine et 16% en attente d'un jugement. Voilà un petit peu. Donc, l'objectif de l'association Lilo, c'est de tendre à l'accompagnement d'un public sous main de justice qui serait autour de 50%. L'autre partie serait plutôt un public vulnérable, plutôt un public marginal ou en grande marginalité. Concernant la maison d'accueil et d'hébergement Les Augustins, alors pour vous expliquer un petit peu la maison, alors là on se trouve dans l'unité de colocation thérapeutique. La maison d'accueil et d'hébergement Les Augustins, c'est 70 personnes que nous accompagnons sur différents dispositifs. Une pension de famille, maison relais, 20 personnes, un CHRS, 20 personnes, deux HU, hébergement d'urgence, qui sont essentiellement fléchés pour des sortants de prison sans solution d'hébergement. Des services médico-sociaux, alors bien évidemment l'unité de colocation thérapeutique, mais pas que. On a également un service de lit halte soins santé résidentiel, 14 personnes, et un dispositif de lit halte soins santé mobile depuis 2023 et un dispositif d'intermédiation locative. Tout ça sur le même périmètre. L'unité de colocation thérapeutique est annexée à la grosse maison qui est le CHRS Les Augustins. Alors, l'unité de colocation thérapeutique, c'est une longue histoire. Ça, c'est un projet qui est né de la volonté de plusieurs personnes, y compris de la volonté de l'USMP, DSP, porté par le docteur Join, médecin psychiatre qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et puis, Lilo, c'est né d'une collaboration qui existait déjà depuis quelques années, puisque CHRS accueille déjà du public sortant de maisons d'arrêt, mais qui bénéficiait déjà d'accompagnement post-carcéral. Diagnostic qui avait été fait quand même à ce moment-là, c'est la difficulté d'inscrire, d'accompagner et surtout de rendre pérenne l'accompagnement de ce public au sein d'un gros collectif qui était le nôtre. À ça s'ajoute effectivement ce que vous aviez dit, Margot, la question du trouble psychiatrique lourd, qui peut être des signes de rupture au sein des CHRS, des formes d'isolement, voire des départs précipités par les personnes qui sont accueillies. Donc a été pensée cette unité de colocation thérapeutique il y a à peu près 2 ans, qui avait été mise en veille, proposée à l'ARS, à différents partenaires, qui avait été mise en veille. Puis les choses se sont un peu précipitées fin 2023, puisqu'on nous a invités à mettre en œuvre ce dispositif. Donc c'est né aussi à la faveur et à la générosité d'une congrégation catholique, puisqu'on bénéficie aujourd'hui d'une maison qui dispose de 5 chambres, qui nous a été mise à disposition gracieusement aujourd'hui, cependant 2 ans. Et puis, à la faveur, effectivement, de la construction d'un montage financier qui vaut ce qu'il vaut, qui est assez fragile, mais en même temps, on est dans une expérimentation, qui s'appuie d'abord sur une subvention ARS assez solide, qui tourne autour de 100 000 euros, d'une subvention versée par la communauté de communes, qui est aux alentours de 45 000 euros, de l'ALT, l'allocation logement temporaire, de la dette, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même 10 000 euros, et puis de mécénat et de dons dont on a bénéficié aux alentours de 30 000 euros. Voilà, c'est comme ça que l'unité de colocation thérapeutique a pu se construire aussi rapidement. Alors, l'unité de colocation thérapeutique, elle a quelle volonté? D'abord, elle accueille des gens qui sont plutôt porteurs d'un désir de se soigner post-carcéral, plutôt des gens
Ils se sont engagés à un process de soins dans le cadre de l'SMPR, ça avait été cité tout à l'heure par les intervenants, qui acceptent de poursuivre leur parcours de soins, qui malheureusement n'ont pas d'hébergement à la sortie de maisons d'arrêt, qui n'ont pas de ressources familiales ou de ressources sociales qui viennent les étayer, et qui acceptent toutefois aussi l'accompagnement post-carcéral qui est proposé. La particularité de l'unité de colocation thérapeutique, c'est qu'elle ne s'inscrit pas du tout dans le dispositif du SIAO. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande qui passe par le dispositif du SIAO, ce sont des entrées directes à partir de la maison d'arrêt, de l'USMP, DSP, proposées sur un diagnostic médical par le médecin psychiatre qui est le docteur Join, qui est à l'origine de ce projet. Et c'est ça la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'effectivement, le médecin psychiatre qui accompagnait ces personnes en maison d'arrêt, c'est le médecin psychiatre qui continue à les accompagner post-carcéral pendant 6 mois à l'unité de colocation thérapeutique. Et puis, nous avons la chance aussi d'avoir cette collaboration avec Myriam, qui est dedans-dehors. Alors, pour le coup, ça concerne pas les bénéficiaires, mais plutôt les professionnels. Voilà. Et ça, c'est un étayage très important, parce que ce sont des gens, ça a été dit avant nous, en perte de repère à la sortie de maison d'arrêt, qui doivent tout réapprendre, et surtout le souci de l'unité de colocation thérapeutique, ça a été dit également, c'est d'éviter la rupture de soins, liée à l'errance, liée à l'absence d'hébergement et liée à l'isolement. Alors, on est dans un process assez particulier au niveau de l'accueil, c'est-à-dire que, il y a effectivement nécessité qu'il y ait une adhésion de principe de la personne accueillie, mais cette personne, tout comme l'association, a la possibilité, c'est un peu notre particularité, de se désengager. C'est-à-dire qu'il y a un mois qu'on considère pour les professionnels comme un mois d'observance médicale, mais également un mois pour le bénéficiaire, d'évoluer dans le dispositif et de pouvoir nous dire à un moment donné, bah, écoutez, ça répond peut-être à un besoin, je considère que je peux poursuivre, effectivement, vous m'apportez quelque chose, ou de se dire aussi, ben voilà, moi je m'y retrouve pas, ça c'est des expériences qu'on a pu avoir à un moment donné, je m'y retrouve pas, c'est trop oppressant, puisqu'on est sur une colocation de 5 personnes, on est quand même sur la question de l'entraide, donc des gens qui se connaissent pas forcément, ou des gens qui se sont connus en maison d'arrêt, qui ont pu avoir des contentieux. Donc ça, ce sont aussi des choses qu'on doit pouvoir réguler. Donc il y a une liberté, voilà, d'adhérer ou peut-être de sortir un peu du jeu si effectivement le bénéficiaire considère que ça semble pas être une réponse pour lui. La volonté de l'unité de colocation thérapeutique, c'est quand même de consolider le soin. Hein, ça, c'est vraiment c'est le premier objectif. Et en même temps, derrière tout ça, d'envisager de construire un accompagnement, en tout cas un projet social qui réponde d'abord aux troubles qui sont les siens, à sa difficulté de se réapproprier un peu la vie dite normale hors incarcération, et puis de répondre peut-être à un hébergement qui serait plutôt adapté et puis à une insertion professionnelle qui serait elle aussi plutôt adaptée, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est sur du traitement lourd, très lourd, Samira mieux le dira beaucoup mieux que moi. Donc il faut tout le temps adapter l'accompagnement quotidien de l'UCTI aux troubles, mais pas que, aux conséquences de la prise de médicaments. On n'entend personne. Myriam, tu veux prendre le relais peut-être? Tu as déjà dit pas mal de choses. En effet, moi, donc, comme j'ai dit au début, je suis à mi-temps sur la maison d'arrêt d'Amiens. Alors, j'étais côté consulte, donc côté USMP, DSP. Maintenant, je suis côté SMPR. L'alliance, elle est créée déjà à l'intérieur de la maison d'arrêt. J'ai pas d'alliance à recréer à l'extérieur parce que, alors, à peu près comme l'équipe des MOT, on les prend ici sur une colocation thérapeutique sur une durée de 6 mois. Donc, on a 6 mois pour alors potentiellement leur retrouver un emploi ou des formations qui pourraient les aider à trouver ce qu'ils aiment, un accompagnement sur une voie professionnelle, un logement, alors soit en communauté thérapeutique, soit en appartement thérapeutique, soit en foyer, soit un logement avec un bailleur privé. Donc voilà, on a plusieurs perspectives pour eux. Donc voilà, 6 mois, on a l'impression que c'est long, mais en même temps, c'est très très court. Donc l'avantage d'être dedans et dehors, c'était parfait pour moi, comme pour le docteur Join, hein, qui était médecin psychiatre donc, sur la prison, enfin sur la maison d'arrêt et en même temps sur l'unité de colocation thérapeutique.
Alors oui, tout à fait. Donc, par rapport au traitement, on prend donc des personnes qui sortent de prison, souvent des sorties sèches. Alors, on a également pris des personnes sous bracelet électronique, mais en majorité, on a pris des personnes en sortie sèche qui n'ont pas de logement, n'ont pas d'emploi, ont des addictions et ont des troubles psychiatriques. Voilà, ça fait beaucoup. En sortant, voilà, on récupère des personnes qui parfois sont complètement paumées, hein. Donc, on a 6 mois pour faire tout ça. Donc, on est une équipe pluriprofessionnelle, donc beaucoup avec Madame Oken, donc Salima, mon collègue Valentin qui est AES, qui lui est à plein temps, bon, il le dira mieux que moi, mais qui est à plein temps sur une unité de colocation thérapeutique. On est très complémentaires. Moi, voilà, je m'occupais des thérapeutiques, mais pas que. Voilà, on fait un accompagnement global. Je pense qu'on est obligé, en fait, on peut pas s'arrêter à juste. Enfin, je pouvais pas m'arrêter personnellement juste sur les traitements. Voilà, je fais un accompagnement vraiment global, les entretiens infirmiers, le lien avec parfois les CMP, les assistantes sociales, les structures, le XAPA, le MAI. Enfin, voilà, c'est vraiment un accompagnement vraiment global. Donc voilà, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant comme projet, autant pour les résidents du projet que pour nous, pour moi professionnellement et personnellement parlant. Donc voilà, on a eu une quinzaine d'entrées hein, sur l'unité, sur l'année avec des sorties positives. Donc ça, c'est le bon point, c'est valorisant pour nous. On a l'impression que voilà, notre travail a servi à quelque chose et les résidents voilà, même qui sont partis, nous donnent des nouvelles. Après, nous disent comment ça se passe, tout ça. Donc on a toujours ce lien qui est toujours créé après. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc ouais, Salima a dit pas mal de choses, donc je vais laisser Valentin, puis si jamais il y a des questions après, je serai là. Ça, vous avez beaucoup parlé, beaucoup expliqué le projet. Donc, non, c'est vrai qu'au niveau de dedans-dehors, avec ma collègue Myriam, c'est très bénéfique parce que on peut directement instaurer une alliance avec les usagers. Moi, on va dire entre guillemets, je suis le sixième résident de la colocation, comme je suis le seul à temps plein. Donc, je suis beaucoup avec les usagers. Je pourrais parler de l'accompagnement qu'on met en place toutes les semaines. Donc, on a quand même certaines activités très ritualisées. Par exemple, on a mis en place le lundi matin le petit déjeuner avec les résidents. Moi, et je mets en place des activités culturelles qui tourne autour de l'art, qui était aussi un des projets pour l'USTI. Donc, il y a des sorties à la bibliothèque. On essaye de faire un ciné-débat aussi pour essayer de montrer autre chose et aussi de créer une alliance par rapport à l'art, tout ce qui peut les intéresser et moi aussi pour créer un accompagnement en plus au niveau social et au niveau du soin, donc qui marche énormément. Et donc, après, il y a des sorties. Tous les jeudis, nous faisons un repas thérapeutique avec un diététicien. Donc, on met en place avec les résidents ce qu'on doit préparer, faire les courses pour essayer de contrôler une certaine autonomisation de la personne. Et aussi, nous avons des bénévoles et un référent artistique qui vient aussi pour mener des ateliers avec les résidents. Alors, ça paraît être une équipe peu étayée, hein, eu égard à tout ce qu'on a entendu avant. Faut savoir qu'effectivement, on s'appuie aussi beaucoup sur la maison d'accueil et d'hébergement Les Augustins, puisque des relais sont pris par les équipes pluridisciplinaires du CHRS notamment, mais également des LIALT soins santé résidentiels, puisque l'équipe intervient jusqu'au samedi matin. À partir du samedi après-midi, les gens sont dans une forme d'autonomie, ce qui explique le petit déjeuner débat du lundi matin pour le débrief du week-end. Ce sont des gens quand même qui ont été repérés plutôt autonomes sur le quotidien, même si on sait aussi que ce sont des gens qui ont été sevrés par défaut du fait de l'incarcération et que bien souvent, le choc de la sortie peut à nouveau effectivement amener de nouvelles conduites addictives. Les objectifs, ce sont ceux qui ont été cités par Myriam entre autres, hein, c'est continuité de soins et le maintien de l'alliance thérapeutique. On est aussi sur limiter les effets secondaires des traitements.
limiter les effets post-enfermement, rétablir la confiance en soi. Enfin, on est vraiment sur tous ces registres-là. Donc, c'est une forme de reconstruction de la personne sortant de prison, d'une réappropriation de son quotidien. Et en même temps, l'avantage de l'unité de colocation thérapeutique, c'est qu'elle fait tout ça au rythme des personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont que 5. Donc ça, c'est un avantage, qu'elles ne sont pas noyées dans un collectif, qu'on est dans une maison. Alors, vous envoyez une partie, mais une petite maison suffisamment grande pour que les gens ne soient pas les uns sur les autres, une chambre individuelle, une cuisine aménagée, des espaces de vie sur l'étage qui permettent aussi d'être dans un endroit feutré, mais pas oppressant. Alors parfois, ça réussit à certains, ça ne réussit pas à d'autres. Il y a des espaces de liberté, c'est-à-dire qu'on respecte aussi que certains ne veuillent pas et qu'à ce moment-là, ils ne le souhaitent pas. Mais en même temps, l'idée, c'est de construire de la ritualisation et de la routine sur le quotidien pour essayer de les remplir à nouveau de quelque chose. À la sortie de prison, où effectivement, c'est un grand vide qui s'installe, avec l'inquiétude de où je vais dormir, qui je vais voir, comment ça va se monter, comment je vais manger. Au niveau de la participation, parce qu'il y a une participation aux frais d'hébergement, elle s'élève à 10% des ressources des personnes, sachant que majoritairement les personnes sortant de prison ne bénéficient pas de ressources, parce qu'on est là aussi pour faire permettre aux gens de recouvrir leurs droits administratifs. On fonctionne sur des tickets services, sur la base de tickets services, jusqu'à ce que les personnes puissent percevoir leurs ressources. Donc, elles font leurs courses, elles sont accompagnées à faire leurs courses. Il y a des diététiciens, c'est ce qu'a dit Valentin, qui permet, autour d'un repas partagé du jeudi, de construire préalablement le menu avec les résidents, de préparer le repas, de partager le repas. Et consécutivement à ça, il y a ce qu'on appelle un groupe d'expression, qui est habituellement porté par le médecin psychiatre, en son absence par l'infirmière psy, et qui s'introduit d'abord par un support ludique qui est des emojis avec les émotions et chacun prend la carte en disant quelle est son émotion du moment. Et à partir de là, on déroule effectivement un temps d'échange. Donc, il n'y a pas de construction de ce temps d'échange préalablement. Il se fait à partir de l'émotion du moment. Merci beaucoup pour cette présentation qui fait effectivement un petit peu écho aux différentes interventions précédentes. Charline, est-ce que tu as des questions? Et sinon, j'en aurais une ou deux, moi, de mon côté. Il y en a une par rapport à la prise en charge, donc qui est de 6 mois. Est-ce elle est renouvelable? Non. Non, parce qu'elle est adossée aux 6 mois de l'accompagnement post-carcéral. Donc ça, c'est le défi de chacun. C'est effectivement de pouvoir trouver des solutions. Alors, sachant que la priorité quand même, c'est la consolidation du soin et la question de l'hébergement pérenne, la question du travail, de l'insertion professionnelle, venant vraiment au troisième coup. Hein. C'est pas la première, la préoccupation parce que, comme le disait Myriam, on est vraiment sur du trouble psychiatrique lourd. Parfois sur des reprises aussi de conso, sur des stupes ou sur de l'alcool. Donc on n'est vraiment pas du tout sur la question de la réinsertion professionnelle en premier lieu. Non, on a plutôt trouvé des réponses. Lorsque le projet a été construit, il y avait un travail de terrain qui avait été réalisé par le docteur Join et puis des membres de l'ILO, qui était d'aller chercher déjà du partenariat. Donc des gens se sont engagés sur la santé, sur le handicap, sur l'hébergement social, sur le logement adapté, à effectivement répondre à des collaborations et des partenariats dans le cadre des accompagnements des personnes que nous accueillons. Donc c'est ce travail préalable qui a permis d'apporter des réponses assez rapidement pour les personnes derrière l'accompagnement proposé de 6 mois. Merci. Et du coup, j'ai pas d'autres questions. Pardon. Merci, Charline. J'en aurais une si ça ne te dérange Ah pas. oui, 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 pas de Désolé souci, de couper Mathieu. comme ça, on va pas passer par le chat. Du coup, le public, j'ai l'impression, très intéressant en sortant de détention, troubles psy sévères. Du coup, comorbidité addictive énorme aussi, j'imagine. Je voulais justement poser la question toute simple. Est-ce que c'est un critère d'exclusion de votre dispositif si jamais il y a des reconsos ou est-ce que c'est toléré? Est-ce qu'il y a un travail fait là-dessus, justement? C'est une très bonne question. Alors, il y a tout ça dans tout ce que vous avez dit. Ok. C'est-à-dire que, bien évidemment, il n'y a pas de... Alors, il y a des exclusions, hein, ça fait partie du contrat. Il y a des départs volontaires, voilà, tout est possible. La ligne rouge qu'on a définie, alors il y a deux lignes rouges qu'on a définies. C'est-à-dire que si c'est conso,
génère une violence suffisamment grave à l'égard des autres résidents. Voilà, ça c'est une ligne rouge. Il y a des profils qu'on ne prend pas, tout simplement parce qu'on a un environnement proche, que je vais vous citer, qui est une école maternelle et primaire juste à côté. Donc tout ce qui relève d'agression sexuelle, ce sont des situations effectivement qu'on n'accueille pas. Ce sont les seuls, c'est la seule ligne rouge parce qu'effectivement on a une école à proximité, donc on prend aucun risque. Il y a des niveaux d'alerte. On l'a plutôt posé comme ça, en carton. Donc, il y a le carton jaune. Le premier, c'est le carton jaune. C'est posé comme ça avec les résidents. C'est repris. Alors, c'est repris dans le cadre d'un entretien thérapeutique avec le médecin psychiatre. Ça peut être repris avec moi dans le cadre d'un entretien avec la responsable d'établissement. Il y a des échelles d'avertissement. Il y a un gros travail d'étayage qui est refait derrière, forcément, sur comment on peut, à un moment donné, euh, venir étayer cette reprise de conso, mais vraiment, vraiment, l'exclusion, elle se signifie, et on a pu en signifier une ou deux, dès lors qu'il y a une mise en danger suffisamment sévère dans les lieux de la personne, mais aussi des autres résidents. J'imagine que vous faites signer un contrat avant Oui, l'intégration du logement. Ouais, ok. tout à Nous fait. aussi, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais on a un petit contrat qu'on fait signer. C'est important justement pour rappeler certaines conditions pour ne pas se mettre en difficulté. Ok. Et j'ai encore une autre question qui me vient. Si c'est les personnes qui sont dans votre dispositif, est-ce qu'elles sont forcément de la région et du secteur d'Amiens, avec un projet qui va se construire forcément sur Amiens ou les alentours en sortie de la maison, ou est-ce qu'ils sont vraiment ils peuvent postuler de partout, je veux dire, sortant de n'importe quelle maison d'arrêt. Alors, Vraiment un travail serré avec votre SMP, j'imagine. voilà, c'est ça, exactement. C'est Ok. complètement en lien avec l'USMP, donc en lien avec le docteur Join, donc en lien avec la maison d'arrêt d'Amiens. Après, Ok. les projets peuvent se faire, les projets de vie après les 6 mois peuvent se faire dans À toute la région, l'extérieur, bien hein. sûr. À Lille, à D'accord. Marseille, enfin voilà, il n'y a pas du tout Parce que de profil. je vous posais la question, parce que typiquement, quand on a nos patients qui sortent pour la majorité sans hébergement, malheureusement, si j'imagine s'ils avaient un projet sur le secteur d'Amiens, on ne peut pas vous orienter, nous, de notre côté, ou vous faire une demande de place, Alors entre là, on est... guillemets. Non, 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 mais je dirais presque que c'est des choses qui sont envisageables, mais pas immédiatement. On est toujours dans notre D'accord. phase expérimentale, donc on a, Bien nous, sûr. encore à démontrer effectivement l'utilité de ce dispositif. Mais demain après-demain, effectivement, ça c'est quelque chose qui peut tout à fait se penser. Vous avez raison. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'avais notamment une question par rapport à la réduction des risques, justement, savoir si vous possédez ces compétences en interne ou si vous êtes accompagné par des compétences extérieures. Alors, elle l'a un peu évoqué, J'ai pas Myriam. bien suivi. Si, par rapport à la réduction des risques, c'est des compétences que vous possédez en interne ou vous êtes accompagné par un partenaire extérieur? Bah alors, on a beaucoup de partenaires extérieurs. Nous, enfin, moi, je dépends, en fait, comme je suis dans la maison d'arrêt d'Amiens, je dépends de le PSM de la Somme, donc l'établissement public de santé mentale. Donc, on a déjà des partenaires, et Docteur Joint aussi. Donc, en fait, on a déjà des partenaires Existant. extérieurs qui existent déjà. Donc, on se sert. On se sert de ça. On est vraiment en collaboration avec eux. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a voilà on a le XAPA, voilà le MAI, Addiction France, le CMP, quand on fait un relais, un peu comme les mots, en fait. Vraiment, c'est similaire un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, les relais avec les CMP, tout ça. Donc, L'en passe. l'AMPAS aussi, exactement. Donc, pas mal de services de l'EPSM et des partenaires qui existent déjà, en fait. Donc, on en recherche, on en crée, enfin, on crée des liens avec d'autres partenaires, mais il y en a déjà pas mal existants. Donc, on se sert beaucoup de ça. L'intérêt d'être porté par l'établissement public de santé mentale de la Somme, c'est que ça ouvre déjà ses perspectives. Il y avait, comme je le disais tout à l'heure, sur le travail préalable à la création du projet, des partenariats, en tout cas des lettres d'engagement des différentes associations ou des différents établissements. Le PSL nous a apporté ça aussi dans la besace.
Et ça, c'est très précieux, le sésame, enfin voilà. Et surtout, ce qui est très aidant, c'est que c'est facilitant. Ça veut dire que ça vient réduire parfois des délais. On gagne sur des délais. On gagne aussi sur des interlocuteurs en passant pas par différentes personnes avant d'arriver sur le bon interlocuteur. Donc ça, c'est un gain de temps. Quand on est sur un accompagnement de 6 mois, c'est vrai que c'est un gain de temps appréciable. Merci. Pas d'autres questions pour ma part. Moi, j'en avais peut-être une toute petite, si c'est possible, et qui est un peu en écho à ce qui venait de dire avant qu'on passe à la conclusion pour essayer de ne pas dépasser le temps imparti. C'était vos liens, que ce soit l'association Lilo, mais aussi les autres intervenants, avec les XAPA référents en milieu pénitentiaire, vu qu'on a quand même vu dans toutes vos interventions qui avaient enfin voilà, la santé mentale était aussi liée à des problématiques d'addiction. Voilà, est-ce que vous êtes en lien avec eux? Est-ce que aussi vous travaillez avec des travailleurs pairs justement qui interviennent auprès des professionnels sur la question de la paire aidance qui se crée dans les, euh, dans les projets collectifs que vous montez? Désolée, il y a plein de questions en une, mais voilà, si c'est possible que vous répondiez à cette question et si Permis de construire ou Lilo ou les modes souhaitent aussi intervenir, n'hésitez pas. Et ensuite, on passera à la conclusion. Voilà. Mhm. Alors, bah, on travaille beaucoup avec. Alors, en fait, on avait ce que disait Salima tout à l'heure. Pour les orientations, on partait de l'orientation, enfin, on part de l'orientation médicale, donc du psychiatre référent de la maison d'arrêt d'Amiens. On a aussi une évaluation qui est faite par les travailleurs sociaux de l'îlot et une orientation qui peut être faite aussi pardon, par les CPIP, les conseillers d'insertion et de probation. Tout ça, après, on fait une synthèse et on voit pour les modalités d'admission et de préadmission au sein de l'unité. Nous, au sein du service de l'USMP-DSP, donc au sein de la maison d'arrêt, on est en partenariat avec Addiction France. Enfin, on travaille beaucoup avec Addiction France. Ils ont un bureau dans notre service où ils viennent consulter plusieurs fois par semaine, donc une éducatrice spécialisée. On a un psychologue, on a un addictologue également qui vient enfin une demi-journée par semaine dans notre service. Voilà, ce que disait Salima, c'est que voilà, avec alors, le PSM, Lilo aussi avec ses partenaires, enfin voilà, les deux projets, enfin les deux structures, pardon, porteurs du projet nous ont aidés en fait à avoir tout de suite des partenaires et rapidement. Donc comme disait Salima, donc on réduit les délais de recherche. Comme je disais tout à l'heure, 6 mois, c'est long et à la fois très court. Donc oui, on travaille avec beaucoup de partenaires au sein même de la maison d'arrêt. Donc on prépare déjà, il y a un énorme travail qui est fait en amont pour éviter de perdre du temps en fait une fois que les personnes sont sorties, sont libérables et sont sorties au sein de l'unité, quoi. Et le CHRS Les Augustins bénéficie d'une convention, en tout cas a construit une convention avec Addiction France. Donc il y a de façon hebdomadaire des consultations avancées qui ont lieu sur le CHRS, qui peuvent profiter à d'autres résidents, y compris ceux de l'UCTI. Et puis, une fois par mois, la venue d'une psychologue. Donc ça, c'est aussi des appuis qu'on utilise pour l'UCTI. Merci beaucoup. Si les modes permis de construire veulent ajouter quelque chose, sinon on peut enchaîner sur la conclusion. Et on passe. Nous, pour partir axé justement sur le versant addicto, là, comme on est sur cette fenêtre-là, nous aussi, on a une collaboration qui se fait naturellement en intra, en tout cas avec les collègues qui ont encore un pied dedans, et avec notamment les APA référents milieu pénitentiaire. On a aussi une connaissance des collègues qui nous orientent les patients. Encore une fois, nous, un trouble addicto pur, on ne prendra pas, mais par expérience, le trouble psychiatrique premier a une comorbidité addictive associée qui est dans la majorité de nos suivis. Donc, on travaille bien avec eux. Et à l'extérieur, nous, la première année, forcément, on s'est lancé un peu sur le terrain, on a eu pas un an, mais une bonne partie de l'année à avoir eu un gros travail avec les partenaires extérieurs, notamment les CMP. En tout cas, on a essayé de faire le tour des CMP de la métropole lilloise pour essayer de se faire connaître un maximum. Et comme on a très vite déclenché des suivis XAPA en parallèle de nos accompagnements psychiatriques, finalement, on a été aussi sollicité par certains XAPA de la métropole qui nous ont identifiés forcément sur le territoire. Et dans les premières années d'activité, effectivement, on a été amené à leur présenter un peu notre accompagnement et puis les façons dont on peut collaborer aussi également ensemble. J'ai l'impression que ce clivage, en fait, finalement, entre ce qu'on observe, en tout cas depuis des années, c'est qu'il y a
encore à l'heure actuelle un gros clivage entre la psychiatrie et la technologie, alors qu'on a l'impression finalement que ça va dans la majorité des cas de pair. Donc, en tout cas, on arrive bien à travailler avec les XAPA à l'extérieur, qui ont encore la chance pour la majorité d'avoir des délais de prise en charge aussi des patients beaucoup plus courts que les CMP, même si on a l'impression que ça tend à rejoindre au niveau des files actives où ils sont de plus en plus nombreux à être suivis en XAPA. On a déjà eu des refus de patients en XAPA, ce qui n'arrivait jamais il y a encore 2 ans en arrière. Là, on a des XAPA qui nous disent on ne prend pas en ce moment, on est saturé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour vos interventions et votre disponibilité pour ce webinaire. Ça a été très enrichissant. Merci également à toutes les personnes qui ont été connectées en cette matinée. Je vous prie d'excuser donc Jean-Marc Antoine, qui est le président du groupe d'appui national santé au sein de notre fédération, donc, qui n'a pas pu se connecter pour cette conclusion. Tu voulais dire quelque chose, Margot? Ah non, je pensais. Donc, en 2 mots, ce que Monsieur Antoine aurait souhaité vous dire aujourd'hui, c'était vraiment qu'on voit très bien que la santé mentale est influencée par différents déterminants sociaux, notamment et également territoriaux. Donc, on voit vraiment que c'est un accompagnement global qui doit être fait auprès de ce public-là et tout au long de leur parcours, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qui était également par rapport à la position de notre fédération. Donc, on suit le développement du logement d'abord depuis la création d'un chez-soi d'abord depuis 2011. Et nous sommes également, on porte fortement l'accueil inconditionnel au sein des structures depuis 2017. Très récemment, donc tous les plaidoyers qu'on a pu sortir, vous pouvez les retrouver sur notre site. Donc l'an dernier, il y en a eu un sur les addictions où on a porté du coup la dépénalisation des usages, donc qui a été donc plaidoyer co-porté donc par la fédération, notre fédération et par la fédération des addictions, fédération addiction, excusez-moi. Et sinon, nous avons adhéré également à la santé mentale grande cause nationale 2025. Donc, vous pourrez retrouver sur Internet, on vous mettra les sites et également vous parler très rapidement du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, donc que vous connaissez bien dans le Nord. Euh, donc le CCOMS qui propose également des formations, notamment ils ont un lien avec l'École nationale de la magistrature où ils dirigent des sessions psychiatrie et justice pénale, donc qui peut s'ouvrir. Donc on vous mettra également les liens si vous voulez venir auprès du CCOMS pour avoir des questions sur ce type de formation. Et je laisse la parole donc, à ma collègue Margot. Merci Charline. Oui, et merci aussi beaucoup à tous les intervenants de ce webinaire. Comme je le disais au début de ce webinaire, il rejoint beaucoup, vos interventions rejoignent beaucoup le plaidoyer que nous portons sur l'accompagnement du public justice. Ce qui a été beaucoup dit et ce qui est présent dans notre plaidoyer, c'est l'importance de la présence en détention des associations et des professionnels. Aussi, la présence qui se poursuit à la sortie, on a rappelé le choc carcéral et que sur la question de la santé, des addictions, voilà, c'est très important qu'il y ait ce suivi-là, un suivi rapproché et aussi physique, d'accompagnement physique qui est important. L'importance, j'ai envie de dire, pour aller vite aussi du travail social en général. Et dans le travail social, j'entends travail social global et j'inclus évidemment les acteurs sanitaires et sociaux dans ces thèmes et de l'importance de la complémentarité, du décloisonnement des secteurs aussi, où il y a peut-être encore un petit peu de travail, mais les dispositifs que vous nous avez présentés montrent que c'est comme ça qu'on y arriverait, que c'est possible. Et puis, l'importance du travail social aussi pour terminer sur la question de l'accompagnement de ce public-là, du respect des choix de la personne, du respect de sa temporalité, de son pouvoir d'agir, et que ce ne sera qu'en passant par ces modalités-là et donc par les bases du travail social en général
que la personne pourra avoir un parcours de soins, parcours de vie libre et choisi et qui permettra aussi la prévention de la récidive et d'un nouveau passage à l'acte et d'une nouvelle création de rupture. Voilà, donc merci à tous pour la présentation de ces dispositifs. Peut-être terminer malgré tout, même si c'était plutôt positif, toutes vos interventions sur le fait que ces dispositifs sont très intéressants, permettent la coopération, mais qu'ils ne sont peut-être pas encore suffisants sur le territoire et qu'ils sont amenés à être essaimés. Ce serait chouette, et c'est ce que nous a dit Laurent Tripier aussi en début de webinaire, qu'on espère que l'année prochaine, il puisse y avoir peut-être un mouvement de ce côté-là. Notamment voilà, au regard des chiffres qu'on connaît du contexte actuel de l'état de santé mentale des personnes détenues. Voilà, donc merci à tous et je finirai là-dessus et puis on discutera avec Charline pour voir pour une potentielle FAQ et n'hésitez pas à nous recontacter, Charline ou moi, pour des éventuelles questions sur ce webinaire. Voilà, merci à tous Merci beaucoup. et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Belle journée. Bonne journée.